Il a refusé 36 femmes. 36 pères ont frappé à sa porte. Ils ont exhibé leurs filles comme du bétail aux enchères. Et 36 fois, il a dit non. Il a construit une maison de ses propres mains. Il a mesuré chaque fenêtre, coupé chaque planche. Pour une femme qui a disparu avec 5 000 $ et n'a rien laissé derrière elle, sauf une chambre fermée à clé et des rideaux qui n'ont jamais été accrochés. Il a juré de ne plus jamais faire confiance. Puis, un soir de septembre, une inconnue a franchi sa porte d'entrée, sans y être invitée. Elle s'est assise à la table de sa cuisine. Elle n'a pas souri, n'a pas pleuré, n'a pas supplié. Elle a posé un contrat et a dit « 90 jours, c'est tout ce que je demande. Ce qui s'est passé pendant ces 90 jours-là ouverts, d'une manière qu'aucun blizzard, aucune trahison, aucune solitude n'aurait pu le faire. Et la vérité sur la femme qui lui a volé son argent, elle va briser tout ce que vous pensez savoir. Cette histoire nous rappelle que la chose la plus courageuse que l'on puisse faire n'est pas de construire des murs, c'est de les abattre. Et parfois, l'amour qui vous sauve n'arrive pas avec une bague ou une promesse. Il arrive avec un contrat, une tasse de café infecte et le choix obstiné de rester. Bienvenue là où la poussière retombe et où les vraies histoires commencent. C'est ici que vous trouverez des récits du vieil Ouest, des histoires d'amour rudes, forgées dans une contrée difficile, des mères et des pères qui ont tout sacrifié, des étrangers qui sont devenus une famille, et de la compassion silencieuse qui survit même aux hivers les plus froids. Si votre cœur bat pour des histoires comme celle de Simulation Fantasy, vous êtes au bon endroit. Ce contenu a été soigneusement recherché, développé et édité manuellement par notre équipe pour vous offrir des histoires riches de sens avec de précieuses leçons de vie. Chaque récit est conçu pour divertir, inspirer et donner de la force à notre public. Nous croyons que les grandes histoires peuvent changer des vies et nous nous engageons à vous apporter un contenu qui compte. Merci de faire partie de notre communauté. Si cette histoire vous a touché, appuyez sur le bouton j'aime. Et dites-moi dans les commentaires quel moment vous a donné des frissons. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce soir. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne jamais manquer une histoire quand le soleil se couche. Caleb Harlan savait exactement ce que la 36e jeune fille allait dire, avant même qu'elle n'ouvre la bouche, car son père arborait le même sourire que son propre père. Le jour où il avait vendu le ranch, c'était le genre de sourire qui n'avait rien à voir avec l'amabilité et tout à voir avec l'arithmétique, le genre de sourire qu'un homme affiche quand il a déjà fait le calcul dans sa tête et décidé de ce que vaut un autre être humain. Caleb avait vu ce sourire 35 fois auparavant, et chaque fois, il devenait un peu plus facile à repérer et un peu plus difficile à supporter. Septembre 1883, les vents chauds du Chinook soufflaient dans la vallée de Stillwater, avec 2 semaines d'avance sur le calendrier. Les anciens du magasin d'aliments pour bétail de Miles City secouaient la tête depuis des jours. Le Chinook en septembre signifie que l'hiver arrive tôt, disait Until. Un hiver précoce signifie que le bétail meurt. Le bétail qui meurt signifie que les hommes font faillite. C'était de l'arithmétique du Montana. Et Caleb la comprenait comme il comprenait tout, par le travail. Il se tenait sur le porche de la maison qu'il avait construite de ses propres mains. Il regardait un buggy de location gravir la route de terre depuis l'est. La poussière soulevée flottait dans l'air chaud comme un rideau sale. Il pouvait distinguer 2 silhouettes sur la banquette. Un homme et une femme, père et fille. Numéro 36, la famille Mercer de Helena. Il avait reçu leur lettre 3 semaines plus tôt, écrite avec le genre d'écriture qu'on enseigne dans les académies pour jeunes filles. Et il l'avait jetée dans le poêle sans répondre. Ils sont venus quand même. Ils venaient toujours quand même. Caleb se versa du café de la cafetière posé sur la rampe du porche et attendit. Le café était amer et noir, juste assez infect. C'est comme ça qu'il aimait la plupart des choses dans sa vie. Honnêtes, sans sucre pour masquer ce qu'elles étaient vraiment. Le buggy s'arrêta. Monsieur Mercer descendit le premier. Le visage rouge, le ventre rond. Portant un costume qui coûtait plus que ce que la plupart des employés de ranch gagnaient en un mois. Sa fille est suivie. Une jolie fille, peut-être 22 ans, portant une robe couleur crème et des gants qui n'avaient jamais touché quelque chose de plus rugueux qu'une touche de piano. Caleb toucha son chapeau, parce que sa mère lui avait appris à avoir des manières, même quand il n'avait pas de patience.
Monsieur Harlan, commença Mercer en tendant la main. Quel plaisir de vous rencontrer enfin en personne. Je suis Albert Mercer, des Mercer de Helena, et voici ma fille, Catherine. Caleb serra la main. Elle était molle. Il les invita à entrer, parce que refuser des gens sur le porche ressemblait trop à quelque chose que son père aurait fait, et Caleb Harlan passait chaque jour de sa vie à essayer de ne ressembler en rien à son père. Il leur versa du café. Mercer parlait. Catherine était assise, les mains croisées sur ses genoux, les yeux fixés au sol, et Caleb sentit la vieille colère familière monter dans sa poitrine. Pas contre elle, jamais contre elle. Contre les pères qui exhibaient leurs filles comme du bétail à une foire de comté. Jaugeant l'acheteur, calculant le prix. Ma Catherine a fréquenté l'Académie pour Dames de Portland, disait Mercer. Elle parle français. Elle joue du piano. Elle gère une maisonnée avec une efficacité remarquable. Et je peux vous assurer, Monsieur Harlan, qu'elle vient d'une famille à la réputation irréprochable. Caleb posa sa tasse. J'apprécie votre venue, Monsieur Mercer. La réponse est la même que pour les 35 autres. Le silence qui suivit était du genre qui remplit d'une pièce, comme l'eau froide remplie d'une botte. Le sourire de Mercer se fissura sur les bords, et quelque chose de plus dur apparut en dessous. Écoutez-moi bien, Harlan. J'ai voyagé 2 jours en diligence pour vous présenter ma fille. Le moins que vous puissiez faire est de considérer la question. Je l'ai considérée. Caleb se leva et ouvrit la porte d'entrée. La réponse est non. C'était non avant que vous n'arriviez. Ce sera non après votre départ. Je souhaite bonne chance à votre fille. Elle mérite un homme qui veut l'épouser. Et je ne suis pas cet homme. Catherine Mercer se leva sans un mot. Elle passa devant Caleb, la tête haute et le dos droit, et il la respecta pour ça. Elle avait plus de cran que son père, ce qui n'était pas grand-chose, mais c'était déjà quelque chose. Quand le buggy disparut sur la route, Caleb se dirigea vers le corral et sella son cheval. Il devait vérifier le troupeau dans le pâturage nord. 3 poteaux de clôture penchaient depuis la semaine dernière, et la berge du ruisseau près de la prairie sud s'érodait vers les terres de pâturage. Il y avait 2 vaches qui montraient des signes de maladie et qui avaient besoin de soins, et les abreuvoirs sur la crête devraient être dégagés de la glace le matin. Si la température chutait comme il s'y attendait, c'était sa vie. C'était ce qu'il avait construit. 2000 têtes de bétail réparties dans une vallée, allant des contreforts de la chaîne Absaroka aux rives de la rivière Stillwater. Une maison de bois et de pierre qu'il avait érigée planche par planche, clou par clou, en commençant à l'âge de 21 ans. Trop têtu pour connaître la différence entre l'ambition et la folie. Tom Jessup attendait à la barrière. Le contremaître était avec Caleb depuis les débuts, depuis que le ranch n'était qu'une clôture brisée et une mule empruntée. 58 ans, bâti comme un poteau de clôture, avec un visage que le vent avait sculpté en quelque chose qui ressemblait plus à de la géographie qu'à une expression. Il avait combattu pour l'Union à Chickamauga, perdu son fils unique dans la même bataille, et enterré sa femme 3 ans plus tard. Il ne parlait de rien de tout ça. Il parlait de bétail, de météo et de poteaux de clôture, parce que c'était des choses qu'un homme pouvait réparer. La fille de Mercer a pleuré sur la route en partant, dit Tom, se mettant au pas de Caleb alors qu'il chevauchait vers le pâturage nord. Caleb ne répondit pas. Ils chevauchèrent en silence pendant un moment, comme le font les hommes qui se connaissent depuis assez longtemps, pour que le silence soit sa propre forme de conversation. La vallée s'étendait autour d'eux dans la lumière de fin d'après-midi. L'herbe dorée courait jusqu'à la rivière. Les montagnes au-delà conservaient encore les derniers vestiges du vert de l'été sur leur pente inférieure. C'était un pays magnifique. C'était un pays difficile. Et Caleb avait payé chaque arpent avec de la sueur, de l'entêtement, et le genre de solitude qui s'installe dans les os d'un homme comme le froid de l'hiver, et ne le quitte jamais vraiment. Pendant qu'il soignait les vaches malades, ses mains bougeaient avec l'antiseptique, dans le rythme exercé d'un homme qui avait fait cela 1000 fois. Un souvenir traversa son esprit, rapide et indésirable, comme une étincelle d'un fer à marquer. La numéro 14 avait pleuré aussi. Son père avait offert à Caleb un titre de propriété en guise de bonus, comme s'il vendait un cheval aux enchères. La jeune fille avait de belles mains qui n'avaient jamais touché un poteau de clôture. Caleb avait regardé ses mains et pensé à sa mère, qui avait travaillé jusqu'à ce que ses mains se gercent et saignent.
et qui était morte dans une maison qui n'était pas assez bien pour elle, parce que son père avait bu tout ce qu'elle méritait. Le souvenir passa. Il se remit au travail. Ce soir-là, après que le bétail fut soigné, les poteaux de clôture renforcés et que le soleil fut tombé derrière les Absaroka, Tom trouva Caleb dans la cuisine. Le contremaître se tenait dans l'embrasure de la porte, son chapeau à la main, et une expression sur son visage que Caleb n'avait jamais vue auparavant. C'était l'expression d'un homme sur le point de faire quelque chose qu'il savait allait lui coûter. Tom posa une lettre sur la table. Caleb la ramassa. C'était une publicité imprimée d'une agence d'épouses par correspondance à Saint-Louis. Quelqu'un avait soumis une candidature au nom de Caleb, décrivant le ranch, la vallée, la taille du troupeau et le besoin d'une épouse. C'était détaillé et précis, écrit par quelqu'un qui connaissait intimement l'endroit, écrit par quelqu'un qui avait passé 11 ans à mémoriser chaque ligne de clôture, chaque abreuvoir et chaque angle de lever de soleil. Caleb l'a lu, puis il l'a relu. Sa mâchoire se serra, comme elle le faisait quand il s'efforçait de ne pas dire quelque chose qu'il ne pourrait pas reprendre. Qui a envoyé ça? Le visage de Tom était prudent. Je ne sais pas, patronne. Ce n'était pas une question, Tom. C'était moi te demandant de me dire la vérité. Parce que je sais que tu as écrit ça, et tu sais que je le sais. Et si nous allons rester là à nous mentir après 11 ans, alors j'ai besoin de le savoir aussi. Tom ne dit rien. Il se tenait dans l'embrasure de la porte et encaissa, comme il encaissait tout, avec l'endurance silencieuse d'un homme qui avait survécu à pire que la colère de son employeur. Caleb jeta la lettre vers la cheminée, mais le feu était éteint depuis le matin. Il avait oublié de l'allumer. La lettre atterrit sur un lit de cendres froides, papier pâle sur poudre grise, non brûlé. Il aurait dû allumer le feu. Il aurait dû regarder le papier se recroqueviller et noircir, et ça aurait été la fin. Mais il ne le fit pas. Il laissa la lettre sur les cendres et monta à l'étage, dans la chambre qu'il avait construite pour une femme qui n'est jamais venue. Et il resta allongé dans le noir, écoutant la rivière Stillwater à travers la fenêtre ouverte, basse et régulière, le son de quelque chose qui ne se souciait pas de savoir si un homme dormait ou non. Et il ne dormit pas. Le matin, la lettre était toujours là, les cendres étaient toujours froides, et le sentiment que quelque chose était déjà en mouvement, qu'il ne pouvait pas arrêter, s'était installé dans sa poitrine comme un second battement de cœur. C'est l'après-midi suivant qu'un employé de ranch nommé Coulter arriva de la ville. Un jeune, peut-être 19 ans. Plus d'enthousiasme que de bon sens. Le genre de garçon qui livre des nouvelles comme un chien livre un bâton. Excité et inconscient de ce que cela pourrait signifier. J'ai entendu dire qu'il y a une femme au dépôt de Miles City. Elle demande son chemin pour Blackstone Ridge, dit Coulter en descendant de son cheval. Elle a dit qu'elle avait un contrat. Caleb se tourna vers Tom. 11 ans de confiance, 11 ans de silence et de loyauté, et le genre de lien qui se forme entre des hommes qui ont survécu ensemble à des hivers difficiles. Tom ne détourna pas le regard. Il ne s'excusa pas. Il dit la seule chose honnête qu'il y avait à dire. Elle était déjà dans le train avant que je puisse annuler. Eliza Calhoun possédait exactement 3 choses qui valaient la peine d'être gardées. Un contrat de mariage qu'elle n'avait pas signé, un abécédaire pour apprendre à lire aux enfants, et une coupure de journal avec son propre visage imprimé sous le mot « recherché ». Le premier était plié dans sa valise, glissé entre une robe de rechange et une paire de bas, qu'elle avait raccommodé tant de fois que le tissu original était plus un souvenir qu'une matière. Le second était dans ses mains, ses pages douces à force d'usage, ses marges remplies de notes de sa propre petite écriture. Le troisième était caché dans la doublure de son manteau, cousu dans la couture avec un fil assorti au tissu. Parce qu'Eliza Calhoun avait appris il y a longtemps que les choses les plus susceptibles de vous détruire doivent être gardées assez près pour les sentir contre votre peau. Elle était assise dans un wagon de la Northern Pacific, quelque part entre les Badlands du Dakota et la frontière du Montana, regardant le paysage changer à travers une fenêtre maculée de poussière de charbon et d'empreintes digitales d'autres personnes. Les grandes plaines avaient cédé la place à quelque chose de différent. L'herbe ici s'étendait à l'infini, et le ciel s'ouvrait si largement au-dessus qu'elle ne se sentait pas libre, mais exposée, comme un petit animal traversant un champ sans abri, et sans savoir où le faucon décrivait des cercles. Elle ne lisait pas l'abécédaire. Elle y écrivait, des plans de cours crayonnés dans les marges,
à côté de passages sur les lettres de l'alphabet et les sons qu'elles faisaient quand on les assemblait. Des leçons pour des enfants qu'elle n'avait pas rencontrés, dans une école qui n'existait pas encore. C'était qui était Eliza Calhoun au fond d'elle-même. Une femme qui planifiait les choses avant qu'elles ne soient réelles. Parce que si elle attendait que les choses deviennent réelles d'elle-même, elle serait toujours debout dans une imprimerie de Saint-Louis. Et attendant qu'un homme nommé Aldous Kinshade arrête de ruiner sa vie. Par la fenêtre, elle vit un troupeau d'antilopes d'Amérique, courant parallèlement au train, rapide, fluide, d'une grâce impossible contre le vide plat et brun de la plaine. Elles couraient ensemble, tout le troupeau se déplaçant comme un seul corps, comme si elles s'étaient mises d'accord sans parler, que le moyen le plus sûr de traverser un pays ouvert était de ne jamais le faire seul. Elle écrivit dans son carnet: « Les animaux ici courent ensemble, même les plus rapides. » Elle voulait enseigner aux enfants un monde au-delà de 4 murs. Elle écrivait aussi, sans le savoir, sur elle-même. La femme plus âgée assise à côté d'elle l'observait. Pas en la fixant, pas en étant indiscrète. Juste en observant avec l'attention particulière de quelqu'un qui avait passé sa vie à lire les gens. Comme d'autres, lisent les journaux. Son nom était Adeline Holt, 63 ans, des mains qui avaient travaillé la terre, un visage que le soleil avait patiné en quelque chose de beau plutôt que de vieux. Elle avait une toux qu'elle essayait de cacher, et des yeux qui ne manquaient rien. « Où allez-vous, ma chère? » Eliza leva les yeux de son carnet. Elle avait appris à être prudente avec la vérité il y a longtemps. Mais quelque chose dans le visage de cette femme invitait à l'honnêteté, comme un feu chaleureux invite des mains froides. La vallée de Stillwater, un ranch appelé Blackstone Ridge. J'ai un arrangement par correspondance. Quelque chose changeait dans l'expression d'Adeline Holt. Un scintillement rapide comme une truite se retournant dans un ruisseau. Reconnaissance, inquiétude. Un secret pressant contre ses dents, voulant sortir. La vallée de Stillwater est un bon pays, mais il met les gens à l'épreuve. L'hiver là-bas n'est pas une façon de parler. Il tue. Elle fit une pause. Ses yeux parcoururent le visage d'Eliza, comme une personne lit une lettre qu'elle attend depuis des années. L'homme qui possède Blackstone Ridge, il a construit quelque chose à partir de rien. Cela demande un genre particulier d'entêtement. Mais l'entêtement est à double tranchant. Elle n'en dit pas plus. Elle ne mentionna pas de nom. Elle ne mentionna pas une femme nommée Rosalind. Ni une chambre fermée à clé, ni des rideaux coupés pour des fenêtres où ils n'ont jamais été accrochés. Mais elle étudia Eliza avec une intensité qui n'avait rien à voir avec la curiosité, et tout à voir avec le calcul. Comme si elle mesurait cette jeune femme à une norme qu'Eliza ne pouvait pas voir. À l'arrêt d'eau de Glendive, Eliza descendit du train pour se dégourdir les jambes et remplir sa gourde. Le quai était petit, en bois, cuisant sous le soleil de fin septembre. Un homme en uniforme de marshal de la ville le parcourait, vérifiant les visages avec l'attention blasée de quelqu'un qui fait ça tous les jours et s'attend à ne rien trouver. Eliza se détourna. Pas vite, pas paniquée, mais avec la désinvolture exercée de quelqu'un qui avait déjà fait ça. Elle orienta son corps vers la pompe à eau, ajusta le bord de son chapeau. Devint banal. Le marshal passa à côté d'elle, assez près pour qu'elle puisse sentir le tabac sur son manteau. Il ne la regarda pas 2 fois. Elle respira. Elle remplit sa gourde. Elle remonta dans le train. Ses mains étaient stables. Elles étaient toujours stables. Elle avait hérité ça de son père. Avec son amour des livres, sa connaissance des chevaux, et les taches d'encre qui ne quitteraient probablement jamais ses ongles, peu importe à quel point elle frottait. Son père avait été palefrenier à Fort Leavenworth avant d'apprendre le métier d'imprimeur. Et Eliza avait grandi avec un pied dans chaque monde. L'odeur de la sueur de cheval et de l'encre d'imprimerie. Le contact des rênes en cuir et des caractères en plomb. La compréhension que les animaux et les mots exigeaient tous deux patience et précision. Et une main douce. Le train entra en gare de Miles City à 4h30. Eliza descendit sur le quai, portant tout ce qu'elle possédait dans une valise et un sac en toile. Et elle vit un homme tenant une pancarte en bois avec son nom écrit dessus en lettres capitales. Calhoun, pas Caleb, un homme plus âgé avec un visage comme du cuir patiné et des yeux qui disaient aussi clairement que des mots qu'il ne voulait pas d'elle ici. Tom Jessup toucha son chapeau parce que les manières l'exigeaient, mais il ne sourit pas, et il ne tendit pas la main pour prendre son sac.
Et quand il se tourna vers le chariot, il marcha assez vite pour qu'elle doive se dépêcher pour le suivre. Elle se dépêcha. Elle s'était dépêchée toute sa vie. Elle avait l'habitude d'arriver là où on ne l'attendait pas. Caleb avait son discours de rejet prêt. 3 phrases polies par 36 répétitions, assez tranchantes pour couper, et assez nettes pour ne laisser aucune place à la discussion. Il l'avait servi aux filles de banquiers, de marchands et de politiciens, et à la fille d'un juge territorial qui avait pleuré si fort que son père avait menacé de le poursuivre. Caleb avait donné au juge le nom de son avocat et avait fermé la porte. Il n'était pas préparé pour Eliza Calhoun. Il n'était pas préparé au fait qu'elle ne le regarda pas quand elle entra dans sa maison. Elle regarda les murs. Tom l'amena juste avant l'heure du souper, le chariot s'arrêtant devant la maison principale dans la lumière grise d'un soir de septembre. Qui sentait la poussière et le temps à venir? Caleb se tenait sur le porche dans ses vêtements de travail, le chapeau baissé, les bras croisés sur sa poitrine, chaque ligne de son corps arrangée pour communiquer un seul message. Vous n'êtes pas la bienvenue ici. Eliza descendit du chariot sans attendre d'aide. Elle n'était pas ce à quoi il s'attendait. Pas jolie de la manière dont les 36 autres l'avaient été. Pas laide non plus. Juste ordinaire, d'une manière qui suggérait qu'elle avait décidé il y a longtemps que l'ordinaire était efficace et que l'efficacité était la survie. Elle portait une robe en coton qui avait été reprisée à l'ourlet et un manteau trop lourd pour septembre, mais probablement tout ce qu'elle possédait. Ses cheveux étaient bruns, attachés serrés, et ses mains, quand elle attrapa son sac, étaient cailleuses, avec des motifs qu'il reconnaissait. Des mains de travailleuse, des mains qui avaient saisi des choses plus dures que des manches d'ombrelle. Elle passa devant lui et entra dans la maison sans attendre d'être invitée, ce qui aurait dû le mettre en colère. Mais au lieu de ça, quelque chose se déroba dans son sang-froid. Ce n'était pas comme ça que ça marchait. Elles étaient censées attendre sur le porche pendant que leur père vantait la marchandise. Elles étaient censées sourire, minauder et jouer un rôle. Cette femme ne jouait aucun rôle. Elle s'arrêta dans la cuisine. Ses yeux parcoururent la pièce comme un typographe lit une page, notant chaque élément, comprenant la composition. Une chaise à la table, une tasse sur l'étagère, une bibliothèque contre le mur du fond avec de la poussière sur chaque dos de livre, et la fenêtre de la cuisine placée à une hauteur trop basse pour qu'un homme de la taille de Caleb puisse regarder confortablement à travers en étant debout. Placée exactement à la bonne hauteur pour quelqu'un de plus petit. Quelqu'un qui pourrait se tenir là à faire la vaisselle et à regarder la vallée au-delà, construite pour quelqu'un qui ne s'est jamais tenu là. Eliza nota cela. Elle nota la porte verrouillée dans le couloir avec son trou de serrure sans poussière. Elle nota l'armoire légèrement ouverte, montrant le bord d'un tissu plié à l'intérieur. Quelque chose qui ressemblait à du tissu pour rideau, beau et inutilisé. Elle classa tout cela sans commentaire, comme elle classait tout, rapidement et en ordre, parce que l'information était la seule monnaie qui ne l'avait jamais trahie. Elle s'assit à la table de la cuisine, ouvrit sa valise et plaça un document sur sa surface. Monsieur Harlan, je ne vais pas prétendre que c'est quelque chose que ce n'est pas. C'est un contrat. J'ai besoin d'une résidence légale et d'un endroit pour vivre. Vous avez besoin de quelqu'un pour gérer votre maisonnée et empêcher tous les pères du territoire de frapper à votre porte. Je propose un mariage sur papier. 90 jours. Après quoi nous évaluerons. Caleb la dévisagea. Il n'avait pas dit un mot depuis qu'elle était entrée. Et le silence entre son rejet préparé et ce moment s'était tellement allongé qu'il avait changé de forme, passant du refus à la confusion, puis à quelque chose d'inconfortablement proche de la curiosité. Le cœur des fantômes s'agita dans sa tête. La numéro 8 avait été directe aussi, assise dans cette même chaise, et avait présenté un argumentaire commercial pour le mariage comme si elle proposait un investissement. Il s'est avéré que son argumentaire incluait la falsification de sa signature sur un transfert de terre qu'elle avait préparé à l'avance. Tom avait trouvé le document dans la poche de son manteau pendant qu'elle utilisait les latrines. Caleb regarda Eliza et se demanda ce qu'il y avait dans les poches de son manteau. Non, dit-il. Le mot aurait dû y mettre fin. Il y avait mis fin 36 fois auparavant. Mais Eliza Calhoun ne pleura pas. Elle ne supplia pas. Elle ne se lança pas dans un discours sur ses vertus ou le bon nom de sa famille. Elle croisa les mains sur la table et le regarda avec des yeux bruns qui ne contenaient ni charme ni excuse, et dit, « Puis-je demander pourquoi? Parce que je ne vous connais pas. Parce que chaque femme qui s'est assise dans cette chaise a voulu quelque chose de moi.
qui n'avait rien à voir avec qui j'étais, et tout à voir avec ce que je possédais. Parce que j'ai arrêté de faire confiance à mon propre jugement il y a longtemps, et je ne suis pas assez fou pour recommencer, juste parce que vous mettez un contrat sur ma table au lieu d'une bague. L'honnêteté de sa réponse le surprit lui-même. Il n'avait pas dit autant de vérité à une autre personne depuis des années. Il y avait quelque chose dans la simplicité de cette femme qui tirait la simplicité de lui. Comme un aimant attire l'aliment de fer. Eliza hocha la tête. Elle ne discuta pas. Elle ramassa le contrat, le remit dans sa valise et se leva. Je comprends. J'aurais besoin qu'on me ramène à Miles City demain matin. Elle le dit comme elle disait tout, d'un ton plat et factuel, comme si la déception était une condition météorologique pour laquelle elle avait appris à s'habiller. Caleb sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Un petit déplacement inconfortable, comme une pierre qui se tasse dans le lit d'une rivière. Dehors, le Chinook s'était arrêté. L'air était devenu froid et calme, comme il le fait quand les montagnes se préparent à quelque chose de mauvais. Tom apparut dans l'embrasure de la porte de la cuisine. Chapeau à la main, visage tendu. « Patron, la température a chuté de 12 degrés en 1 heure. » Le baromètre baisse rapidement. Coulter est revenu de chez les Miller en disant qu'ils ont déjà de la neige sur les hauteurs. Cette chose arrive ce soir. Caleb regarda Eliza, regarda la fenêtre, regarda le ciel au-delà, où les nuages étaient passés du gris au noir de fer. Le temps d'avoir une conversation qui n'a rien changé et qui a tout changé. Il ne pouvait pas la mettre sur la route. Pas ce soir. Pas avec une tempête qui se préparait et qui pourrait fermer toute l'école entre ici et Miles City pendant une semaine. Il y a une cabane derrière, dit-il, l'ancienne de mon père. Ce n'est pas grand-chose, mais il y fait assez chaud si vous gardez le poêle allumé. Une nuit, puis vous partez. Eliza hocha la tête. D'une nuit, elle traversa la maison principale vers la porte de derrière, et Caleb la regarda partir. Et il remarqua qu'elle se déplaçait dans sa maison avec l'attention minutieuse de quelqu'un qui catalogue une bibliothèque. Chaque détail enregistré. La porte verrouillée, la chaise unique, la fenêtre construite pour une femme qui n'était pas elle. En chemin vers la cabane, traversant la cour sombre avec le premier vent de la tempête la poussant dans le dos, Eliza entendit quelque chose venant de l'écurie. Une respiration lourde, laborieuse et anormale. Elle s'arrêta, écouta, puis se dirigea vers la porte de l'écurie et l'ouvrit sans demander la permission. Une jument noire se tenait dans le box du fond. Ses flancs se soulevaient, le blanc de ses yeux était visible, pleine sur le point de mettre bas. Et quelque chose dans la façon dont elle déplaçait son poids dit à Eliza que les choses ne se passaient pas comme la nature l'avait prévu. Eliza posa ses sacs et entra dans le box. Elle posa ses mains sur le ventre de la jument. Sentant la position du poulain avec la même certitude que ses mains apportaient aux caractères en plomb et aux rênes en cuir. Le poulain était mal tourné. Pas dangereusement, pas encore. Mais il le serait le matin si personne ne le corrigeait. Elle parla doucement à la jument. Resta immobile. Laissa l'animal savoir qu'elle n'était pas une menace. Puis elle ramassa ses sacs et se dirigea vers la cabane, sans dire à personne ce qu'elle avait trouvé. Elle vérifierait à nouveau le matin. Si la jument avait besoin d'aide, elle aiderait. Sinon, elle retournerait à Miles City et trouverait sa prochaine étape, comme elle trouvait toujours sa prochaine étape, seule, avec ce qu'elle avait, ce qui n'était jamais assez, et pourtant toujours juste à peine suffisant. La cabane était petite et froide. Elle sentait la poussière et l'abandon. Eliza s'assit sur le lit étroit et sortit le contrat de sa valise. 90 jours. C'était ce qu'elle avait proposé. 90 jours pour établir une résidence légale, établir le droit de posséder des biens et commencer le processus d'ouverture d'une école. 90 jours pour devenir une personne aux yeux de la loi territoriale du Montana, au lieu d'une fugitive fuyant un mandat qu'elle ne méritait pas. À travers une fente dans le mur de la cabane, elle pouvait entendre la rivière Stillwater, basse et régulière, le son de quelque chose qui ne se souciait pas de savoir si elle restait ou partait, si elle réussissait ou échouait, si elle trouvait ce qu'elle cherchait ou mourait en essayant. La rivière avançait simplement, toujours en avant, indépendamment de ce qui se dressait sur son chemin. Elle lut les termes du contrat une dernière fois à la dernière lueur du jour. Puis elle entendit des pas à l'extérieur de la porte de la cabane. Pas le vent, pas un animal,
Quelqu'un se tenait là, ne frappant pas, juste debout. Les planches du petit porche craquèrent sous leur poids, puis elles craquèrent à nouveau alors que le poids se déplaçait. Et puis les pots s'éloignèrent. Le matin, elle trouva une assiette de nourriture par terre devant la porte, couverte d'un tissu, déjà froide. La tempête arriva 2 semaines plus tôt que quiconque dans la vallée de Stillwater ne s'en souvenait. Et quand elle arriva, elle sella toutes les routes hors de la vallée pendant 6 jours. Impossible de se rendre à Miles City. Impossible de se rendre n'importe où. La neige tomba d'1 mètre de profondeur dans les premières 48 heures, et le vent l'accumula en congère qui enterrait les lignes de clôture, et transformait les repères familiers en un néant blanc. Jour 3. 87 jours restants sur un contrat qui n'avait été signé par aucune des parties, ce qui signifiait techniquement qu'il n'existait pas, ce qui signifiait qu'Eliza Calhoun était une étrangère piégée dans le ranch d'un étranger, par une météo qui ne se souciait pas du statut légal de leur arrangement. Caleb l'évita complètement le premier jour. Il chargea Tom de livrer les repas à la cabane. Et Tom le fit comme il faisait tout, consciencieusement et sans chaleur. Il laissait l'assiette devant la porte. Il ne frappait pas. Vieille rancune, vieil entêtement. Le genre qui s'installe dans les os d'un homme quand il a décidé que quelqu'un n'a pas sa place et ne peut être persuadé du contraire. Caleb passa le premier jour dans la tempête, seul. Il parcourut les pâturages proches, vérifiant le bétail, brisant la glace sur les abreuvoirs avec le dos d'une hache, tirant un veau d'une congère où il s'était couché et ne pouvait plus se relever. Il porta le veau à la grange, enveloppé dans son propre manteau, ses mains si engourdies qu'il ne pouvait pas sentir le cœur de l'animal battre. Mais il savait qu'il était vivant parce qu'il donnait des coups de pied contre sa poitrine tout le long du chemin. Cette nuit-là, il s'assit dans sa cuisine avec une tasse de café et pensa au 36. La numéro 22 avait duré 4 jours au ranch avant de demander combien valait la maison. Sans même être subtile, assise dans le salon avec une tasse de thé, elle avait dit « Cette boiserie est ravissante. Quelle serait selon vous la valeur estimée? » Tom l'avait personnellement escorté jusqu'à la barrière. La numéro 22 avait regardé sa maison et y avait vu un prix. Eliza Calhoun avait regardé sa maison et y avait vu une fenêtre construite pour quelqu'un qui n'était pas là. La différence le taraudait, comme un clou mal enfoncé dans une semelle de bottes. Le genre que vous ne pouvez pas trouver, mais que vous ne pouvez pas ignorer. Le 3e jour, la jument entra en travail. Caleb était dans l'écurie pour vérifier les chevaux quand il l'entendit. Le changement de respiration que tout homme qui a travaillé avec du bétail reconnaît. Plus lourde, plus rapide, anormale. Il ouvrit la porte du box et trouva Eliza déjà là. Elle était à genoux dans la paille, les manches retroussées jusqu'au coude, ses mains sur le ventre de la jument, parlant d'une voix basse et régulière qui semblait venir de loin dans sa mémoire. « Doucement, ma belle, doucement. Je sais que tu as peur, je sais que ça fait mal, mais tu dois me faire confiance, tu dois me laisser t'aider. » Le poulain se présentait par le siège. Eliza l'avait déjà compris. Probablement 2 nuits auparavant quand elle s'était arrêtée à l'écurie en allant à la cabane. Elle travaillait avec un calme qui n'était pas une performance, mais une habitude. Les mains stables de quelqu'un qui avait déjà fait ça. Qui savait que la panique était un luxe qui n'aidait personne. Surtout pas l'animal qui dépendait d'elle. Caleb ne parla pas. Il s'agenouilla à côté d'elle dans la paille et aida. Elle lui jeta un regard, une fois, rapidement, pour voir s'il savait ce qu'il faisait. Puis elle hocha la tête et ils travaillèrent ensemble. Cela prit 1 heure. 1 heure de sang, d'effort, et du genre d'intimité qui n'a rien à voir avec la romance. Et tout à voir avec le projet commun de garder quelque chose en vie. Leurs mains se touchèrent pendant le travail. Aucun des deux ne le reconnut. La paille était mouillée de liquide amniotique. Leurs bras en étaient couverts. Et la jument faisait des bruits qui étaient à la fois de la douleur et de la confiance. Et quand le poulain glissa enfin, libre, et s'allongea dans la paille, prenant sa première respiration, Eliza se rassit sur ses talons et ne dit rien pendant un long moment. Le poulain était noir comme de l'encre. Il cligna des yeux à la lumière de la lanterne, donna des coups de patte, et commença la lutte ridicule et chancelante pour essayer de se tenir debout pour la première fois, sur des jambes qui ne comprenaient pas encore à quoi elles servaient. Caleb regarda Eliza regarder le poulain. Son visage à la lumière de la lanterne n'était pas joli.
C'était quelque chose de mieux. Il était présent, complètement, entièrement présent. De la manière dont les gens ne le sont que lorsqu'ils ont mis de côté toute prétention et tout calcul, et sont juste là, dans le moment, couverts de sang et de paille, et de la simple réalité de ce qu'ils ont fait. Vous connaissez les chevaux, dit-il. Sa voix était rauque après 1 heure sans l'utiliser. Eliza se lavait les bras dans l'abreuvoir. Elle ne le regarda pas en répondant. Mon père s'occupait des chevaux à Fort Leavenworth avant d'apprendre le métier d'imprimeur. Caleb digéra l'information. Elle lui avait dit que son père était imprimeur. Elle n'avait pas mentionné Fort Leavenworth. Elle n'avait pas mentionné les chevaux. La première omission, assez petite pour être innocente, assez grande pour être remarquée. L'ancien Caleb aurait insisté, aurait exigé des comptes complets, là, dans l'écurie. Paille mouillée et sang de naissance et tout le reste. L'aurait ajouté aux preuves qu'il collectait toujours contre toute personne qui s'approchait trop près. Mais quelque chose s'était passé dans la dernière heure. Quelque chose qu'il ne pouvait pas nommer. Et au lieu d'insister, il classa l'omission et la laissa reposer. « Comment allez-vous l'appeler » dit-il en désignant le poulain du menton. Eliza parut surprise. « La jument est à vous. Vous l'avez mise au monde. C'est à vous de la nommer. » Eliza regarda le poulain, qui avait réussi à mettre 3 de ses 4 pattes sous lui, et chancelait vers sa mère avec la détermination aveugle de tous les nouveau-nés. « Encre, dit Eliza, parce qu'elle est noire comme de l'encre d'imprimerie. » Elle sourit en le disant, un petit sourire rapide qui disparut presque avant d'être enregistré. Et quelque chose dans la façon dont il est venu et est parti dit à Caleb que cette femme ne souriait pas souvent. Et quand elle le faisait, c'était parce que quelque chose de réel avait percé ses défenses, juste pour un moment, avant qu'elle ne les referme. Il connaissait ce sentiment. Il le connaissait mieux qu'il ne voulait l'admettre. Le 6e jour, la tempête cessa. Le ciel s'éclaircit pour devenir de ce bleu dur qui n'existe qu'au Montana en hiver. Et le soleil frappa la neige et transforma toute la vallée en un océan blanc et aveuglant de lumière. Les routes se dégageaient. Caleb pourrait la mettre dans un chariot pour Miles City l'après-midi même. Il essayait de trouver comment le dire quand Tom arriva du pâturage nord, avec un visage d'enterrement. 3 têtes mortes de froid. La clôture s'est effondrée sur la ligne nord. Nous avons besoin de tous les cavaliers capables de monter à cheval pour pousser le troupeau vers le sud, avant que le prochain front n'arrive. Coulter dit qu'un autre système se forme au-dessus des Absaroka. Nous avons peut-être 2 jours. Caleb regarda vers la cabane. Eliza traversait déjà la cour. Elle avait entendu Tom. Elle portait son manteau et une couverture de sel, et elle marchait vers le corral avec l'allure d'une personne qui avait pris une décision. Et n'avait pas l'intention d'en discuter. Elle sella l'un des chevaux du ranch. Personne ne l'invita. Personne ne l'arrêta. Elle partit avec les hommes dans le chaos blanc d'un pâturage du Montana après un blizzard. Et elle travailla 18 heures sans se plaindre, sans ralentir, sans demander de traitement de faveur ou de quartier. Elle n'était pas parfaite. Elle prit d'une mauvaise trajectoire en traversant un ruisseau en crue, jugeant mal le courant. Son cheval trébucha et faillit tomber. Tom l'atteignit à temps, saisissant sa bride et la hissant sur la terre ferme, avec l'efficacité d'un homme qui a déjà sauvé des gens de l'eau. Il la regarda un long moment. De la neige dans ses sourcils, de la glace dans sa moustache, ce visage de granit ne révélant rien et tout à la fois. La prochaine fois, suivez le courant, pas contre. Le cheval connaît le chemin si vous le laissez faire. Ce n'était pas un compliment. Ce n'était pas de la gentillesse. C'était une leçon. Et les leçons ne sont données qu'aux personnes qui valent la peine d'être instruites. Tom Jessup n'avait pas adressé un mot directement à Eliza Calhoun en 6 jours. Et maintenant, il lui apprenait à traverser un ruisseau. Quelque chose avait changé. Ça l'avait changé dans l'écurie avec le poulain. Et ça l'avait changé à nouveau dans le pâturage enneigé, où elle chevauchait aux côtés d'hommes qu'elle ne connaissait pas et travaillait aussi dur que n'importe lequel d'entre eux. Et Tom Jessup, dont les catégories pour les gens étaient gravées dans la pierre, avait commencé le processus lent et douloureux de les réviser. Cette nuit-là, après que le bétail fut déplacé, les hommes nourris, et que le ranch se fut installé dans le calme épuisé qui suit un dur labeur, Caleb s'assit seul à la table de la cuisine. Le contrat qu'Eliza avait posé là lors de sa première soirée était toujours là où elle l'avait laissé. Non signé, intact. Il le ramassa et lut chaque clause. Les termes étaient simples. Mariage sur papier. 88 jours. Quartiers séparés.
Aucune obligation au-delà du minimum légal requis pour établir la résidence. C'était la proposition la plus honnête qu'il ait jamais reçue, précisément parce qu'elle ne prétendait pas être autre chose que ce qu'elle était. Il attrapa le stylo sur l'étagère. Il signa son nom au bas de la page. Puis il resta assis à le regarder pendant un long moment, écoutant la rivière sous la glace, silencieuse, enfouie, se déplaçant toujours quelque part en dessous où il ne pouvait pas la voir. Eliza signa le contrat de mariage de la main gauche. Non pas parce qu'elle était gauchère, mais parce que sa signature de la main droite figurait sur un mandat d'arrêt à Saint-Louis. Et une femme fuyant la loi apprend à être ambidextre pour les choses qui peuvent la détruire. Jour 12. La cérémonie eut lieu dans la petite église de la Mission au sud de la ville. Un modeste bâtiment empisé avec une croix en bois sur le toit et une congrégation composée principalement de familles mexicaines et métisses, qui travaillaient dans les plus petits ranchs et les mines de la vallée. Le padre Santiago Fuentes célébra le service. Il avait 45 ans, mince, brun et à la voix douce, avec le genre de visage qui semblait avoir été conçu spécifiquement pour écouter. Il était venu du Missouri au Montana il y a 8 ans, et son église était le seul lieu de culte de la vallée de Stillwater qui n'exigeait pas une période d'attente de 2 semaines, une lettre d'un pasteur précédent et un acompte sur le banc. Tom Jessup et Coulter servirent de témoins. Tom portait sa chemise la plus propre et tenait son chapeau à 2 mains, et ne dit pas un mot. Coulter souriait comme un garçon à une foire de comté, parce qu'il n'avait jamais assisté à un mariage auparavant, et ne savait pas que celui-ci ne ressemblait en rien à ceux décrits dans des magazines pour dames. La cérémonie fut courte, pratique, ressemblant plus à l'enregistrement d'un acte de propriété au bureau du cadastre qu'à un serment de dévotion éternelle. Mais il y eut un moment, quand le padre Santiago demanda à Caleb s'il prenait cette femme, et Caleb hésita un battement de cœur, pas assez longtemps pour que quiconque d'autre dans la pièce le remarque. Eliza le remarqua. Elle comprit. Il n'hésitait pas parce qu'il ne voulait pas dire oui. Il hésitait parce que la dernière fois qu'il avait dit oui à quelque chose d'aussi important, cela lui avait coûté $5,000 et 7 ans de sa vie. Elle ne le prit pas personnellement. Elle avait ses propres hésitations, cousues dans la doublure de son manteau, avec une coupure de journal qui pourrait mettre fin à cet arrangement et à tout ce qu'il représentait. Le temps qu'un marshal mette pour venir de Helena. Ils retournèrent au ranch dans des chariots séparés. Eliza alla à la cabane. Caleb alla à la maison. Et la rivière Stillwater coulait entre les parois de la vallée, comme elle l'avait toujours fait, froide, claire et indifférente aux promesses que les êtres humains se faisaient. Le vrai travail commença le lendemain matin. Caleb apporta les registres du ranch à la table de la cuisine. 2 ans de compte dans un état de chaos qui frisait l'artistique. Le précédent comptable, un homme nommé Hargrove, avait démissionné à cause de l'isolement, laissant derrière lui un système de tenue de registre qui semblait basé sur le principe que si vous écriviez assez petit, personne ne pourrait prouver que vous aviez tort. Eliza s'assit avec les registres et une cafetière de café, et ne bougea pas pendant 6 heures. Ce qu'elle trouva n'était pas de la fraude. C'était quelque chose de plus compliqué, et à certains égards, plus dangereux. Le ranch perdait de l'argent. Pas rapidement, pas de façon spectaculaire, mais régulièrement, comme un seau perd de l'eau par une fissure trop petite pour être vue. La raison était une simple arithmétique. Caleb refusait de vendre du bétail à Nolan Cray, qui contrôlait la seule route viable vers la tête de ligne de la Northern Pacific à Billings. Sans accès au chemin de fer, Caleb expédiait son bétail par la rivière, descendant la Stillwater jusqu'à la Yellowstone, puis vers l'est jusqu'au marché. C'était plus lent, plus cher, et les pertes en transit dues à la détérioration et à la perte de poids rongeaient les marges, comme des souris dans un silo à grains. Les chiffres ne mentaient pas. Le ranch pouvait survivre 2 ans de plus comme ça. Peut-être 3 si les hivers étaient doux et les prix se maintenaient. Pas 5. Elle présenta ses conclusions à Caleb ce soir-là, étala les registres sur la table avec la précision d'une femme qui avait passé des années à arranger des caractères en plomb, en phrases qui avaient un sens. Elle lui montra les pertes, elle lui montra les projections, et puis elle lui montra autre chose. Un plan, une coopérative de plus petites ranchs de la vallée, mettant en commun leurs troupeaux pour une route d'expédition partagée. Descendant la Stillwater jusqu'à la Yellowstone, contourner complètement Cray, partager les coûts, partager le risque, partager l'accès.
Le calcul fonctionnait. Elle l'avait vérifié 2 fois. Caleb regarda les chiffres. Il la regarda. Et puis il dit la chose que Caleb Harlan disait toujours. Quand quelqu'un essayait de changer sa façon de faire les choses, une coopérative est un mot poli pour donner à d'autres personnes la chance de vous trahir. Le cœur des fantômes vacilla dans son esprit. La numéro 31 avait aussi des idées sur le ranch. Voulait convertir le pâturage sud en élevage de moutons. Des moutons dans un ranch de bétail. Disait que cela diversifierait les revenus. Elle avait lu ça dans un magazine de Boston. Mais l'idée d'Eliza n'était pas les moutons. L'idée d'Eliza était des mathématiques. Et les mathématiques fonctionnaient. Il ne l'admit pas, ni à elle, ni à lui-même. Mais pour la première fois, la comparaison favorisait la femme assise à sa table, au lieu de la condamner. Cette soirée fut différente des autres. Ils étaient tombés dans une routine au cours des 12 jours depuis la tempête. Une chorégraphie soignée d'évitement, qui les faisait orbiter dans les mêmes espaces sans jamais vraiment se heurter. Mais ce soir, après que les registres furent fermés et que les chiffres flottaient encore dans l'air entre eux, Caleb s'assit en face d'elle. Il versa une deuxième tasse de café et la poussa sur la table. Eliza enroula ses mains autour de la tasse en fer blanc. Elle ne commenta pas le geste. Elle but le café, qui était infect, et ne grimaça pas. Et le fait qu'elle ne grimaça pas en dit plus à Caleb sur qui elle était que n'importe quel discours n'aurait pu le faire. « Votre père, dit-elle, vous avez dit qu'il avait vendu le ranch. Que s'est-il passé? » C'était la première question personnelle qu'elle lui posait. Pas sur les 36 épouses. Pas sur la femme dont le fantôme vivait dans la chambre verrouillée et les rideaux inachevés. Sur son père. Il buvait. Il a vendu la terre pour payer sa boisson. Je l'ai racheté. C'est toute l'histoire. Mon père a fait faillite aussi, dit Eliza. Mais il n'a pas vendu. On la lui a prise. La différence entre ces deux phrases flotta dans l'air comme la fumée d'une cheminée. Un père qui a trahi et un père qui a été trahi. Deux types de ruines qui se ressemblent de l'extérieur, mais qui se ressentent entièrement différemment de l'intérieur. Aucun d'eux ne commenta. Aucun d'eux n'en avait besoin. Plus tard cette nuit-là, après que Caleb fut monté et que la maison fut silencieuse, Eliza chercha du tissu pour réparer une couverture de cheval qui s'était déchirée pendant la tempête. Elle ouvrit une armoire dans le couloir et trouva quelque chose qu'elle ne cherchait pas. Des rideaux, un tissu magnifique, d'un bleu profond avec un motif de petites fleurs blanches coupées à la bonne taille, ourlées, pliées avec soin, jamais accrochées. Elle les tint devant la fenêtre de la cuisine. Ils allaient parfaitement. Elle les remit en place. Elle ne dit rien à Caleb à leur sujet. Mais cette nuit-là, dans la cabane, allongée dans le noir, elle pensa à un homme qui avait mesuré des fenêtres et coupé du tissu, pour quelqu'un qui n'était jamais venu. Elle pensa à ce que ce genre d'attente fait à une personne. Comment elle calcifie l'espoir en quelque chose qui ressemble à de la force, mais qui n'est en fait que de l'entêtement portant une armure. Elle comprenait cela. Elle le comprenait mieux qu'elle ne le voulait. Jour 25. Le courrier arriva de Miles City, porté par un cavalier qui faisait le trajet une fois par semaine quand les routes étaient praticables. Correspondance de routine pour le ranch. Un journal, des commandes de fourniture. Mais glissé à l'intérieur du journal se trouvait un journal de Saint-Louis, vieux de 6 mois, plié à une page qui ne contenait aucun article notable, aucune photo. Rien qui ne signifierait quoi que ce soit pour quiconque. Sauf pour une femme qui avait passé 2 ans à fuir la ville où il était imprimé. C'était un message. Pas dans les mots sur la page, mais dans le fait de son arrivée. Quelqu'un savait qu'elle était ici. Quelqu'un avait glissé ce journal dans le courrier avec l'intention délibérée de lui faire savoir qu'elle n'avait pas disparu aussi complètement qu'elle le croyait. Eliza le brûla dans le poêle de la cabane. La cendre flotta, et l'odeur de vieille encre d'imprimerie remplit la petite pièce, l'odeur la plus familière qu'elle connaissait, et la plus dangereuse. Pour la première fois depuis son arrivée au Montana, ses mains tremblèrent. 65 jours restants. Caleb Harlan sut qu'il avait des ennuis le matin où il se réveilla et pensa à Eliza Calhoun avant de penser au bétail. Jour 30. 60 jours restants sur un contrat qui était devenu l'échafaudage, autour duquel 2 murs soigneusement construits commençaient lentement, douloureusement, à contre-cœur, à pencher l'un vers l'autre. Le cœur de l'hiver tenait la vallée de Stillwater entre ses dents. 1 mètre de neige au sol, température de -20 degrés à l'aube.
le genre de froid qui fait chanter le fil de fer barbelé et transforme le souffle d'un homme en cristaux de glace avant qu'il n'atteigne le bord de son chapeau. Le ranch fonctionnait en mode survie. Chaque décision mesurée à l'aune de la seule question qui gouvernait toute vie au Montana en janvier. Est-ce que cela gardera quelque chose en vie ou le laissera mourir? Caleb avait commencé à réparer la cabane d'Eliza sans qu'on le lui demande. Il se disait que c'était pratique. Les planches avaient des interstices qui laissaient passer le vent. La vitre de la fenêtre était fissurée et le loquet de la porte se coinçait par temps froid. Il protégeait son investissement. Il entretenait une structure sur sa propriété. Il faisait ce que tout éleveur responsable ferait. Il n'expliqua pas pourquoi il isola également le mur intérieur à côté de son lit, ni pourquoi il remplaça la vitre fissurée par un double vitrage qu'il gardait pour la maison principale, ni pourquoi il huila les charnières de la porte du poêle pour qu'elle ne grince pas quand elle alimentait le feu à 3 heures du matin. Eliza ne le remercia pas. Au lieu de cela, elle répara sa selle. Un morceau de cuir sur l'étrier droit était déchiré depuis des semaines, et il avait l'intention de le réparer sans jamais s'y mettre, de la manière dont un homme seul laisse s'accumuler les petits inconforts, parce qu'il n'y a personne pour le remarquer et personne pour s'en soucier. Elle le répara avec la couture précise d'une femme qui avait manié le cuir et le fil toute sa vie, et elle n'en dit rien. Et quand il trouva l'étrier réparé le lendemain matin, il se tint dans l'écurie, le tenant, regardant la couture et ressentant quelque chose pour lequel il n'avait pas de nom. Un échange de soins sans mots, le genre le plus dangereux, parce que les mots peuvent être repris. Eliza avait commencé à apprendre à lire à Coulter. Le garçon avait 19 ans, solide comme un poteau de clôture, et à peu près aussi lettré. Il était arrivé au ranch à 16 ans, fuyant quelque chose dont il ne parlait jamais. Et Caleb l'avait engagé parce que le garçon travaillait dur et ne posait pas de questions. Et parfois, c'est toute la qualification dont un homme a besoin. Mais Coulter ne savait pas lire son propre nom. Et cela avait commencé à avoir de l'importance. Dans un territoire où les droits fonciers, les contrats et les mécanismes de base de la citoyenneté exigeaient au minimum la capacité de signer un document et de comprendre ce que vous signez. Eliza s'asseyait avec lui chaque soir dans le dortoir, une ardoise sur ses genoux, un morceau de craie à la main, l'abécédaire ouvert à côté d'elle. Elle enseignait comme son père lui avait enseigné, avec patience et répétition, et la conviction absolue que l'alphabétisation n'était pas un privilège, mais un droit. Les progrès de Coulter étaient lents et sérieux, et il se penchait sur l'ardoise avec la concentration féroce d'un homme qui a découvert que le monde contient des choses qu'il ne connaît pas, et qui est déterminé à les connaître. Caleb découvrit cela un soir. En passant devant la fenêtre du dortoir, il les vit à travers la vitre. Eliza penchée près de lui, montrant une lettre sur l'ardoise. Le visage de Coulter tordu de concentration. Sa grande main déplaçant la craie avec l'intensité prudente de quelqu'un qui désamorce des explosifs. Sa main sur la sienne, guidant la forme d'une lettre avec laquelle il luttait. Quelque chose bougea dans la poitrine de Caleb. Pas de la jalousie, exactement. Quelque chose de pire. L'inconfort de l'avoir accordé de l'attention à quelqu'un d'autre. La petite flambée de possessivité qu'un homme ressent. Quand une femme qu'il n'a pas revendiquée commence à compter d'une manière qu'il n'a pas approuvée. Il reconnut le sentiment et cela le rendit malade. Parce que son père avait fait la même chose. Son père avait contrôlé les amitiés de sa mère, ses conversations, son temps, avait rendu son monde de plus en plus petit, jusqu'à ce que la seule chose qu'il contienne soit lui, sa bouteille et les dettes qui les rongeaient. Caleb avait juré de ne jamais être cet homme, et le voilà, debout dans le noir devant la fenêtre d'un dortoir, ressentant les premiers frémissements du même poison qui avait détruit le mariage de ses parents. Il s'éloigna sans rien dire. Il alla à l'écurie et sella un cheval qu'il n'avait pas besoin de monter, et prit un sentier qu'il n'avait pas besoin de prendre. Et il chevaucha dans le noir pendant 1 heure, jusqu'à ce que le froid repousse le poison là d'où il venait. La nuit dans l'écurie arriva le jour 35. Ancre et son poulain avaient développé une toux. Le genre qui pourrait n'être rien ou pourrait être quelque chose. Et en hiver, on ne parie pas. Caleb et Eliza restèrent éveillés toute la nuit, gardant les animaux au chaud, surveillant leur respiration, alimentant le poêle de l'écurie pour maintenir la température au-dessus de 0. 3 heures du matin.
L'écurie était sombre, à l'exception de la lanterne. Les chevaux étaient calmes, la respiration d'encre s'était stabilisée. Le poulain dormait, blotti contre sa mère. Et Eliza, assise à côté de Caleb sur une botte de foin, le dos contre le mur du box, s'endormit. Sa tête tomba contre son épaule. Pas une décision, pas un geste, juste le corps cédant à l'épuisement et trouvant la chose solide la plus proche pour se reposer. Caleb ne bougea pas pendant 2 heures. Il resta parfaitement immobile pendant que son bras s'engourdissait, que son dos lui faisait mal, que ses jambes se cramponnaient et que le froid s'infiltrait par chaque couture de ses vêtements. Il resta immobile parce que la femme appuyée contre lui avait besoin de sommeil, plus qu'il n'avait besoin de sentir son bras, et parce que bouger la réveillerait, et parce que quelque chose dans le poids de sa tête sur son épaule ressemblait à la première chose vraie qui lui soit arrivée en 7 ans. Quand elle se réveilla, elle s'écarta rapidement, embarrassée. Le mur se releva si vite qu'il put presque l'entendre. « La respiration de la jument est meilleure, dit-il. »« Bien, dit-elle. C'est tout. » La rivière sous la glace était silencieuse. Le changement arriva 2 jours plus tard. Annoncé par le son de sabots sur le sol gelé, Nolan Cray entra dans la cour de Blackstone Ridge sur un hongre gris, qui coûtait plus que ce que la plupart des employés de ranch gagnaient en 5 ans. Il avait 40 ans. Mince et aux traits fins, vêtu du genre de vêtements qui disait argent sans le crier. Il apporta du bon whisky et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, et une manière de parler qui vous faisait sentir comme la personne la plus importante de la pièce, jusqu'à ce que vous réalisiez qu'il comptait vos dents. « Monsieur Harlan, j'ai entendu dire que vous aviez eu un hiver difficile jusqu'à présent. Je voulais prendre des nouvelles de mes voisins. » Caleb s'appuya contre le poteau du porche et ne l'invita pas à entrer. Nous nous en sortons. Les yeux de Cray passèrent de Caleb à la fenêtre, où Eliza était visible à la table de la cuisine, travaillant sur les registres. Son expression ne changea pas. Les hommes comme Cray ne changent pas d'expression. Ils changent de stratégie. Je vois que vous avez de l'aide pour les comptes. Bonne initiative. Un ranch de cette taille a besoin d'une comptabilité appropriée. C'est ma femme. Le mot sortit avant que Caleb ne l'ait prévu, et il le surprit presque autant qu'il surprit Cray. Il n'avait jamais appelé Eliza sa femme auparavant. C'était techniquement vrai et émotionnellement un territoire inexploré. Et le fait que son premier instinct, en voyant un autre homme la remarquer, ait été de la revendiquer, aurait dû lui dire tout ce qu'il avait besoin de savoir sur la direction que cela prenait. Cray sourit. « Eh bien, félicitations. J'avais entendu des rumeurs, mais je ne voulais pas présumer. » Il fit une pause. De la manière dont un homme fait une pause quand il choisit ses prochains mots. De la manière dont un tricheur aux cartes choisit sa prochaine carte. « J'ai une affaire à discuter, si vous avez 1 minute. »« Je n'en ai pas, » dit Caleb. Mais Cray parlait déjà. Le chemin de fer. L'équipe d'arpentage de la Northern Pacific traçait sa ligne à travers la vallée de Stillwater. Le tracé qu'ils envisageaient suivrait la rivière, et le droit de passage couperait à travers la propriété de Cray et celle de Caleb. S'ils coopéraient, s'ils accordaient une servitude ensemble. Le chemin de fer amènerait une tête de ligne dans la vallée. Chaque ranch à moins de 50 miles doublerait de valeur. Le bétail pourrait être expédié à la moitié du coût actuel. Le territoire grandirait, prospérerait, s'épanouirait. C'était un bon argumentaire. C'était un argumentaire vrai. Et Caleb détestait chaque mot. Parce que l'homme qui le livrait était l'homme qui avait prêté à son père l'argent qui avait détruit sa famille. « Je te l'ai déjà dit, Cray, je ne fais pas affaire avec toi. Ni aujourd'hui, ni jamais. Même si cela signifie que la vallée meurt, Caleb, même si 200 familles coulent parce que tu préfères nourrir une rancune que de me serrer la main. » Les mots atterrirent comme un coup de poing, parce qu'ils étaient vrais. Caleb savait qu'ils étaient vrais, et leur vérité le mettait plus en colère que le mensonge ne l'aurait fait. « Sors de ma terre, dit-il. » Cray partit, mais avant de le faire, il trouva un moment pour parler à Eliza. Elle était sortie sur le porche pendant la conversation, attirée par la tension dans les voix, et Cray s'adressa à elle directement, avec le genre de respect que les hommes comme lui utilisent comme un outil. « Madame Harlan, votre mari me dit que vous gérez les comptes. Votre proposition de coopérative de la route fluviale, il fit une pause juste assez longue pour lui faire savoir qu'il avait prêté attention. Les chiffres pourraient fonctionner, avec le bon soutien. Si votre mari ne veut pas envisager un partenariat, peut-être devriez-vous parler à des gens qui écouteront. » Eliza ne dit rien, mais elle ne ferma pas la porte.
Ce soir-là, après le départ de Cray et que le ranch fut retourné à sa routine, Eliza mentionna à nouveau la coopérative. Elle avait travaillé sur les chiffres toute la journée, affinant sa proposition, construisant un argumentaire plus solide que celui qu'elle avait présenté des semaines auparavant. Les calculs sont bons, Caleb. Si nous formons une coopérative d'expédition avec les plus petites ranches, nous pouvons transporter le bétail sur la Stillwater à des tarifs compétitifs. Nous n'avons pas besoin de Cray. Nous n'avons pas besoin de son chemin de fer. Nous avons besoin les uns des autres. Caleb la coupa. Les mots sortirent plats et froids, livrés avec la précision d'un homme qui avait appris à utiliser la vérité comme une arme. Si vous trouvez le ranch de Cray plus attrayant, le contrat vous permet de partir à tout moment. Je ne vous arrêterai pas. Le silence qui suivit était différent des silences qui l'avaient précédé. Ces silences avaient été pleins de possibilités, pleins des choses qu'ils ne se disaient pas encore. Ce silence était vide. Ce silence était une porte qui claque. C'est donc ce que je suis pour vous, dit Eliza. Un contrat. C'est ce que vous m'avez dit que c'était. Le premier jour, vos propres mots. Elle prit son manteau du crochet près de la porte. Elle se dirigea vers la cabane sans un autre mot. Elle ne claqua pas la porte derrière elle, parce que claquer les portes est une performance. Et Eliza Calhoun ne faisait pas de performance. Caleb resta dans la cuisine, et sut avec une clarté absolue qu'il venait de faire la chose que son père faisait. Il avait pris un fait vrai et l'avait utilisé comme une arme. Et la cruauté de cela n'était pas dans les mots, mais dans l'intention. Il l'avait dit pour la repousser. Il l'avait dit pour que, quand elle partirait, il puisse se dire que c'était son choix. Cette nuit-là, il se fit une tasse de café. Il s'assit à la table et la but, dans une cuisine qui semblait plus vide qu'avant son arrivée, ce qui n'aurait pas dû être possible, puisque rien n'avait changé. Sauf tout. Jour 40, 50 jours restants. Dehors, la rivière était toujours gelée, mais quelque part, profondément sous la glace, il pouvait l'entendre craquer. Le printemps arriva sur la rivière Stillwater comme un coup de feu. La glace se brisa à 4 heures du matin, avec un bruit de canon, une détonation profonde et percutante qui résonna contre les parois de la vallée, et fit sortir tous les hommes du ranch de leur lit, les bottes à moitié enfilées et le cœur battant. La rivière avait accumulé de la pression sous la glace pendant des semaines, la fonte des neiges des Absaroka l'alimentant jour après jour. Et quand la glace céda enfin, l'eau monta plus vite que quiconque dans la vallée de Stillwater ne s'en souvenait en 20 ans, jour 50, 40 jours restants. Et la rivière ne se souciait pas des contrats, des comptes à rebours, ou du silence compliqué entre un homme et une femme qui s'étaient blessés et n'avaient pas encore trouvé comment l'arrêter. L'inondation était réelle et elle était dangereuse. Le pâturage où 400 têtes de bétail étaient parquées pour la transhumance de printemps, se trouvait dans la plaine inondable de la Stillwater. Si l'eau dépassait la berge, 400 têtes se retrouveraient dans une rivière qui coulait assez vite pour faire rouler des rochers. Le bétail n'est pas intelligent face à l'eau. Il panique, il se noie. Et il entraîne les hommes qui essaient de le sauver. Chaque homme du ranch travaillait 18 heures par jour. Caleb était en selle avant l'aube et ne descendait qu'après la tombée de la nuit. Eliza chevauchait avec les hommes. Et personne ne le remettait plus en question. Et personne ne lui donnait d'instructions spéciales. Et Tom Jessup chevauchait à ses côtés aux traversées de ruisseaux et ne disait pas un mot, parce qu'il lui avait déjà appris ce qu'elle avait besoin de se devoir, et lui faisait confiance pour s'en souvenir. Elle s'en souvint. Elle suivit le courant au lieu d'aller contre. Elle laissa le cheval trouver son chemin. Et quand un jeune veau se retrouva coincé dans un embâcle de tronc au coude en dessous du pont sud, Eliza descendit de cheval dans l'eau jusqu'aux genoux, coupa le fil qui s'était accroché à sa patte et hissa l'animal sur la rive toute seule, tandis que le courant essayait de lui arracher ses bottes. Tom regardait depuis la berge. Plus tard, au souper, il raconta à Coulter ce qu'il avait vu. Il ne le dit pas à Caleb, il n'en avait pas besoin. Le regard sur le visage de Tom disait tout, et Caleb, qui pouvait lire ce visage comme Eliza lisait les registres, comprit que quelque chose avait changé dans l'évaluation de sa femme par son contremaître, et que cela ne changerait pas en retour. Entre le travail de l'inondation, Eliza fit quelque chose que Caleb n'attendait pas. Elle se rendit au ranch voisin toute seule. Elle apporta son registre, ses chiffres, sa proposition pour la coopérative d'expédition.
3 ranchs en une semaine. Le premier éleveur, un homme nommé Harwick, l'écouta 5 minutes, puis lui dit qu'il ne faisait pas affaire avec les femmes. Le second, un homme nommé Dawes, devait de l'argent à Cray et avait trop peur de le contrarier. Mais la troisième était une femme nommée Clara Stockton, 50 ans, qui dirigeait seule une exploitation de 300 têtes depuis que son mari était mort de pneumonie en 79. Clara Stockton savait exactement ce que c'était d'être sous-estimée, et elle savait exactement à quoi ressemblaient de bons calculs. Et elle s'assit sur son porche et écouta chaque mot d'Eliza, avec le genre d'attention qui est en soi une forme de respect. Vos chiffres fonctionnent, dit Clara quand Eliza eut fini. Mais les chiffres ne dirigent pas le bétail. Les hommes le font. Et les hommes de cette vallée ne suivront pas un plan élaboré par une épouse par correspondance. Ils le suivront quand leur alternative sera la faillite, dit Eliza. Clara l'étudia un long moment. Vous me rappelez quelqu'un, je n'arrive pas à savoir qui, quelque chose dans votre façon de monter à cheval, ou peut-être dans votre façon de ne pas reculer quand quelqu'un vous dit non. Elle accepta d'examiner la proposition. Ce n'était pas un oui. C'était mieux qu'un oui. C'était le début d'un oui, ce qui signifiait qu'il avait des racines. Nolan Cray vint au ranch un mardi. Il choisit son moment pour que Caleb soit dans le pâturage nord. À 40 minutes de chevauchée rapide, il trouva Eliza seule dans le bureau du ranch, travaillant sur les comptes. Madame Harlan, ou devrais-je dire Mademoiselle Calhoun? Le nom la frappa comme de l'heure froide. Elle se figea. Ses mains s'arrêtèrent de bouger sur la page de registre. Elle leva les yeux vers Nolan Cray et vit dans ses yeux la chose qu'elle fuyait depuis 2 ans. La connaissance. Spécifique, dangereuse, exploitable. Je sais qui vous êtes, dit Cray. Il ne s'assit pas. Il se tint dans l'embrasure de la porte du bureau, son chapeau à la main, et sa voix basse. De la manière dont un homme parle quand il livre une information qu'il veut que vous sachiez qu'il pourrait livrer beaucoup plus fort. Je connais l'histoire de Kincaid et de Saint-Louis, et je m'en fiche. Ce qui m'importe, c'est la compétence. Vous êtes la personne la plus compétente de cette vallée, et vous perdez votre temps avec un homme qui vous traite comme une ligne dans un registre. Il fit son offre. Quittez Caleb. Venez travailler pour Cray comme directrice de ranch et comptable. Un vrai salaire, un vrai poste. Et il financerait son école en 1 an. Pas de mariage requis, poste de contrat. Vous pensez que je le déteste, continua Cray. Ce n'est pas le cas. J'ai besoin de sa terre. Parce que si ce chemin de fer ne traverse pas cette vallée, chaque famille entrée ici et les Absaroka mourra de faim. Caleb est assez riche pour survivre seul, mais ces 200 familles ne le sont pas. Et il préférerait les laisser toutes couler plutôt que de me serrer la main. Eliza ne refusa pas. Elle n'accepta pas. Elle resta assise dans le bureau après le départ de Cray et regarda les chiffres sur la page devant elle et fit la même chose qu'elle faisait toujours avec l'information. Elle la classa, elle l'évalua, elle la retourna dans son esprit comme un joaillier retourne une pierre, cherchant le défaut. 3 jours passèrent, elle ne parla pas à Caleb de l'offre de Cray, non pas parce qu'elle la cachait, parce qu'elle était encore en train de décider. Et la distinction entre cacher et décider était, se disait-elle, importante. Cray avait raison sur la logique. Il avait de l'argent. Il avait des relations avec le chemin de fer. Il avait de l'influence. Si son but était l'école, Cray était le choix le plus intelligent. Caleb avait des murs, de l'entêtement, et un talent pour utiliser la vérité comme un instrument contondant. Caleb était aussi resté parfaitement immobile pendant 2 heures dans une écurie glaciale pour qu'elle puisse dormir contre son épaule. Et Cray, malgré toute sa logique, ne ferait jamais ça. Elle le savait avec une certitude qui n'avait rien à voir avec les mathématiques. Le 3e jour, Coulter le mentionna. Pas directement à Caleb, à Tom. Et Tom, qui comprenait que certaines informations, un homme doit les entendre, qu'il le veuille ou non, dit à Caleb que Nolan Cray avait été vu parlant à Eliza en ville, seul, 2 fois la semaine passée. Le schéma s'activa dans le cerveau de Caleb comme un coup de fusil. Secret, omission. Quelqu'un en qui il avait confiance faisant des plans qu'il ne connaissait pas. 3 fois maintenant. Son père cachant les dettes, Rosalind cachant un autre homme, Eliza cachant des conversations avec Nolan Cray. 3 fois la même forme. Et il était l'élément commun. Et peut-être que le problème n'était pas les gens autour de lui.
Peut-être que le problème était qu'il était le genre d'homme dont les gens sentaient qu'ils devaient lui cacher des choses. Il confronta Eliza dans la cuisine, pas en criant, avec une fureur calme et contrôlée qui était pire que les cris, parce qu'elle ne laissait aucune place à la défense. Combien de temps allais-tu attendre avant de me le dire? J'étais encore en train de décider. De décider quoi? Si je devais partir. De décider si son offre a plus de sens que de rester avec un homme qui m'a appelé un contrat. Les mots restèrent suspendus entre eux. La rivière rugissait dehors, gonflée par la fonte des neiges, assez fort pour remplir le silence qu'aucun d'eux ne pouvait combler. Puis la dispute, la vraie dispute, celle dont cette histoire avait besoin. Pas sur Cray, pas sur l'offre, sur la chose sous-jacente à tout cela. Pourquoi suis-je toujours la dernière personne à savoir la vérité? Dit Caleb. Pourquoi ai-je besoin de ta permission pour avoir une pensée que je n'ai pas encore partagée? Dit Eliza. Tous les deux avaient une raison. Tous les deux étaient blessés. Tous les deux se tenaient de part et d'autre d'une table de cuisine. Qui était devenu la ligne de démarcation d'un territoire qu'aucun d'eux ne savait comment traverser? La dispute ne se résolut pas. Elle ne se termina pas par des excuses, une déclaration ou un baiser. Elle se termina par le silence. Deux personnes assises à la même table. Ne se parlant pas, ne partant pas. Choisissant de rester quand rester était plus difficile que de partir. Choisissant la présence difficile de l'autre plutôt que l'absence confortable. Dehors, un employé de ranch cria que le pont sud était inondé. Caleb se leva. Eliza se leva. Ils sortirent ensemble, non pas parce qu'ils s'étaient pardonnés, mais parce que le bétail avait besoin d'être déplacé, et que l'eau montait, et c'était suffisant pour l'instant. Il faudrait que ce soit suffisant. La lettre de Nolan Cray arriva un mardi. Elle était adressée à Caleb Harlan, Blackstone Ridge Ranch, Stillwater Valley, territoire du Montana. Elle contenait 2 feuilles de papier. La première était une copie d'un mandat d'arrêt émis par le tribunal de circuit de Saint-Louis pour l'arrestation d'une certaine Eliza Calhoun, recherchée en lien avec l'opération de contrefaçon d'Aldous Kincaid. La seconde était une note manuscrite de l'écriture précise de Cray. Elle disait « Vende-moi l'accès à la rivière, ou j'envoie ça au Marshal des États-Unis à Helena. » Jour 60. 30 jours restants. Caleb lut la lettre seul dans le bureau du ranch. Il la lut une fois rapidement, puis d'à nouveau lentement, et puis une troisième fois, la main à plat sur le bureau, parce que le bureau était solide et réel, et les mots sur le papier menaçaient de réarranger tout ce qu'il pensait savoir. Il resta assis avec la lettre pendant 1 heure. Le schéma était là, clair comme des traces de bétail dans la neige fraîche. Son père avait caché les dettes. Rosaline avait caché un autre homme. Maintenant, Eliza avait caché un mandat. 3 fois. Même forme, la même terrible forme qui avait défini sa vie. La forme d'un homme qui fait confiance et est trahi, qui ouvre une porte et trouve la pièce derrière vide. Mais quelque chose était différent cette fois. Il pouvait sentir la différence même s'il ne pouvait pas la nommer. Il n'arrêtait pas de penser à l'écurie. Eliza à genoux dans la paille à 3 heures du matin, les bras ensanglantés jusqu'au coude. Parlant à une jument terrifiée avec la voix stable de quelqu'un qui se souciait du résultat, plus qu'elle ne se souciait du désordre. Les gens ne simulaient pas ça. Les gens ne simulaient pas des journées de 18 heures dans un blizzard, ou la façon dont elle était entrée dans l'eau jusqu'aux genoux pour libérer un veau. Les gens ne simulaient pas le poids d'une tête s'endormant contre votre épaule à 3 heures du matin. La confiance parfaite et inconsciente d'un corps cédant à l'épuisement, en présence de quelqu'un avec qui il se sentait en sécurité. Il pouvait aller voir le Padre Santiago. Le prêtre avait vécu au Missouri pendant 8 ans. Si quelqu'un dans la vallée était au courant de l'affaire Kincaid, ce serait lui. Caleb sella son cheval et se rendit à l'église de la Mission. Le Padre Santiago remplaçait des bardeaux sur le toit quand il arriva. Travaillant avec la patience stable d'un homme habitué à réparer des choses que le diocèse ne paierait pas pour entretenir. « Padre, j'ai besoin que vous me disiez tout ce que vous savez sur une imprimerie appelée Kincaid's à Saint-Louis. » Le prêtre descendit du toit et conduisit Caleb dans l'église, qui était fraîche, sombre, et sentait la cire d'abeille et le vieux bois. Il s'asseyant sur le premier banc, et le prêtre lui dit ce qu'il savait. Aldous Kincaid avait été arrêté, jugé et condamné pour avoir imprimé de faux billets de banque. Il avait avoué. Il n'avait nommé aucun complice.
L'affaire avait traversé les tribunaux avec la lenteur particulière du système juridique du Missouri après la reconstruction, et un mandat avait été émis pour une femme nommée Calhoun, qui avait travaillé comme sa typographe. Mais les aveux de Kincaid avaient compliqué l'affaire. Parce qu'un homme qui avoue un crime commis seul innocente implicitement les gens autour de lui. Le padre Santiago fit une pause. Kincaid a avoué. Cela signifie que légalement, elle n'était pas sa complice. Mais je ne peux pas vous dire si elle savait ce qu'il imprimait. Je n'étais pas là. Je ne sais que ce que le réseau paroissial a transmis. Ce n'est pas une réponse claire, Caleb. J'aimerais pouvoir vous donner une réponse claire. Ce n'était pas une réponse claire. Caleb rentra chez lui en sachant moins qu'il ne le voulait, et plus qu'il ne s'y attendait, portant un poids qui n'était pas le poids de la trahison, mais le poids de l'incertitude, qui était, à certains égards, plus lourd, parce qu'il n'y avait nulle part où le poser. Il plaça la lettre de Cray sur la table de la cuisine. Eliza était au poêle, faisant chauffer de l'eau pour le café. Elle se retourna et vit la lettre, et son visage. Et elle sut. De la même manière qu'elle avait su dans l'écurie que le poulain se présentait par le siège. De la même manière qu'elle avait su dans le train que le marshal vérifiait les visages. Eliza Calhoun avait passé sa vie à lire le danger. Et l'expression sur le visage de Caleb Harlan était la chose la plus dangereuse qu'elle ait vue au Montana. Lila, dit-il, elle l'a lu. Son visage devint blanc. La couleur s'en écoula comme l'eau d'un évier, rapide et totale, et elle posa la lettre sur la table, se leva et attrapa son manteau. Je serai parti avant que le marshal n'arrive. Vous ne serez lié à rien de tout ça. Je laisserai les registres sur le bureau, et les comptes sont à jour jusqu'à la fin du mois. Assieds-toi. Elle ne s'assit pas, elle se dirigeait déjà vers la porte. Le vieux réflexe, le mécanisme de survie qui lui avait sauvé la vie à Saint-Louis. Fuis avant que le coup ne tombe, fuis avant que les murs ne se referment. Fuis parce que fuir reste la seule chose qui t'ait jamais gardé en vie. Eliza, assieds-toi. Oh, elle s'arrêta, pas à cause de son ton, à cause de son visage. Il n'avait pas l'air en colère, il avait l'air fatigué, de la fatigue profonde d'un homme qui a mené le même combat depuis si longtemps qu'il n'est plus sûr de gagner ou de perdre. Ou s'il y a une différence. J'ai parlé au padre Santiago. Kincaid a avoué il y a 18 mois. Il ne t'a pas nommé, le mandat aurait dû être annulé. Mais les tribunaux du Missouri sont un désordre. Personne n'a rempli les papiers. Tu as fui quelque chose qui était déjà terminé. Les genoux d'Elisa fléchirent. Elle se rattrapa au bord de la table. Les deux mains crispées, les jointures blanches, s'accrochant. Pendant 2 ans, elle avait fui. 2 ans à regarder par-dessus son épaule, à signer de la main gauche, à se cacher derrière un contrat de mariage dans un territoire à 2000 miles de la ville qui l'avait accusé. Et c'était fini. C'était fini depuis 18 mois. Et personne n'avait pensé à le lui dire. Mais je ne peux pas te dire avec certitude que tu es innocenté, continua Caleb. Le padre ne sait pas tout, et tu ne m'as jamais parlé de tout ça. Aurais-tu signé le contrat si je l'avais fait? Non, l'honnêteté de sa réponse atterrit entre eux comme une pierre dans une eau calme, des ondulations se propageant dans toutes les directions. Impossible de la reprendre. Impossible de prétendre qu'elle n'avait pas été dite. Alors, que se passe-t-il maintenant? Dit Eliza. Maintenant, je décide si je fais plus confiance à ce que j'ai vu pendant 60 jours qu'à ce que Nolan Cray a mis dans une lettre. Il fit une pause. La cuisine était silencieuse. La rivière à l'extérieur de la fenêtre s'était calmée depuis l'inondation, coulant régulièrement et clairement, le son de quelque chose qui avait dépensé sa fureur et trouvé son cours. Et je choisis de faire confiance à ce que j'ai vu. Mais j'ai besoin que tu entendes ça, Elisa. S'il y a autre chose, quoi que ce soit, tu me le dis maintenant, parce que je peux survivre en me trompant sur toi. Je ne peux pas survivre en découvrant plus tard que tu as eu la chance de me le dire et que tu ne l'as pas fait. Elisa s'assit. Elle posa ses mains sur la table, paume vers le bas, de la manière dont Caleb l'avait vu les poser quand elle se préparait pour quelque chose de difficile. Et elle lui raconta. Elle lui parla de Kincaid, de l'imprimerie, des plaques de contrefaçon, du matin où les marshals sont venus, et Kincaid l'a montré du doigt et a dit « C'est elle qui l'a fait. C'est elle qui a préparé les plaques. » Je n'en avais aucune idée. De la fuite, du train vers l'ouest, du contrat, du calcul qu'une femme mariée dans le territoire du Montana était invisible, d'une manière qu'une femme seule avec un mandat ne pourrait jamais l'être,
Elle lui parla de l'école, de la conviction de son père que l'éducation était la seule chose qu'on ne pouvait pas enlever à une personne, de l'abécédaire dans sa valise avec les plans de cours crayonnés dans les marges, du rêve qu'elle y avait porté de Saint-Louis à Miles City, jusqu'à cette table de cuisine. Le rêve d'une salle de classe où les enfants qui n'avaient rien pourraient apprendre à lire, à écrire et à compter, et devenir des personnes avec des choix au lieu de personnes sans. Elle lui dit tout. Et quand elle eut fini, elle ne pleura pas de soulagement. Elle pleura de colère. La fureur monta de quelque part de profond. Et ce n'était pas joli. Et ce n'était pas délicat. Et ce n'était pas le genre de pleurs qui donne à un homme envie de prendre une femme dans ses bras. C'était la rage brute, laide, qui frappe la table et jure, d'une personne qui vient de découvrir qu'elle a été enfermée dans une pièce pendant 2 ans et que la porte n'a jamais été verrouillée. Elle frappa la table. Elle dit des mots qui auraient fait se signer le Padre Santiago. Elle n'était pas belle à ce moment-là, elle était furieuse. Et la fureur était juste, et elle brûlait comme un feu de brousse, et consumait toute prétention de sang-froid qu'elle avait jamais construite. Caleb resta immobile. Il n'essaya pas de la réconforter. Il ne tendit pas la main vers elle. Il endura sa colère comme les montagnes endurent la météo. Parce qu'il la comprenait. Il comprenait ce que c'était de construire toute sa vie sur une peur qui s'avère inutile. Il avait fait la même chose. 7 ans de murs construits contre le souvenir de la trahison de Rosalind. Et certains de ces murs commençaient à ressembler à des murs construits contre la mauvaise chose. Quand la tempête passa, Eliza s'assit à la table, la tête dans les mains, sa respiration inégale, ses yeux rouges et gonflés. Caleb versa 2 tasses de café et en posa une devant elle. Elle enroula ses mains autour et la serra. Il s'occupa de Cray comme un homme s'occupe d'un serpent à sonnette qui a rampé sur son porche. Pas avec du drame, avec efficacité. Il prit la lettre de Cray, la retourna et écrivit au dos de sa main carrée et simple. Vos informations ont 18 mois de retard, tout comme votre offre. Il la donna à Coulthard et lui dit de la porter au ranch de Cray avant la tombée de la nuit. Puis il s'assit en face d'Eliza et dit quelque chose qui lui coûta plus que les 5 000 $ que Rosalind avait pris. Ton plan de coopérative. Les calculs sont bons. Je veux que tu ailles de l'avant avec. Eliza leva les yeux. Elle le regarda à travers des yeux rouges et des joues tachées de larmes, et les débris de 2 ans de peur qui venaient d'être pulvérisés par une seule conversation. Tu es d'accord parce que tu as pitié de moi. Je suis d'accord parce que les chiffres sont justes et que j'ai été trop têtu pour l'admettre. N'en fais pas quelque chose que ce n'est pas. C'était la chose la plus romantique qu'il lui ait jamais dite, et aucun d'eux ne le reconnut comme tel. Cette nuit-là, Eliza ne retourna pas à la cabane. Elle resta assise à la table de la cuisine, travaillant sur les chiffres de la coopérative, les affinant, les renforçant, se préparant à se rendre le lendemain matin au ranch de Clara Stockton, avec une proposition qui était maintenant soutenue par le plus grand éleveur de la vallée. Caleb s'assit en face d'elle, réparant une bride. Ils ne parlèrent pas. Mais pour la première fois, il y avait 2 chaises à la table, et toutes 2 étaient occupées. Le cœur des fantômes s'agita dans l'esprit de Caleb une dernière fois. Il chercha une comparaison comme il le faisait toujours. Le réflexe automatique d'un homme qui avait été brûlé 35 fois et mesurait chaque femme à l'aune du souvenir de ses brûlures. Mais cette fois, les comparaisons ne vinrent pas. Eliza ne correspondait à aucun des 36 schémas. Elle n'était pas la numéro 14 avec les belles mains inutilisées. Elle n'était pas la numéro 22 calculant la valeur de sa boiserie. Elle n'était pas la numéro 31 avec ses moutons et son magazine de Boston. Elle n'était aucune d'entre elles. Le filtre se brisa, silencieusement, sans fanfare, comme la glace fondant sous le soleil de printemps. Il regarda Eliza Calhoun, et pour la première fois, il la vit clairement. Pas à travers le prisme de 36 échecs, pas à travers l'ombre de la trahison de Rosalind, pas à travers l'armure d'un homme qui avait décidé que la façon la plus sûre de vivre était d'arrêter de faire confiance à quiconque pour quoi que ce soit. Il vit une femme avec des taches d'encre sur les ongles, et une école dans son cœur, et le courage de s'asseoir à sa table après qu'il l'ait appelé un contrat, et de choisir quand même de rester. Il ne dit rien. Il se remit à réparer la bride. Mais quelque chose avait changé dans la cuisine, de la manière dont quelque chose change dans une vallée quand la rivière trouve un nouveau chenal. L'eau coule toujours, les berges tiennent toujours.
Mais la direction est différente et qu'elle ne reviendra pas en arrière. Madame Madeline Holt vint au ranch un après-midi d'avril, dans un chariot emprunté conduit par l'employé de son fils. Elle était plus mince que la dernière fois qu'Elisa l'avait vue dans le train. L'atout était pire. Elle se déplaçait avec la délibération prudente d'une personne pour qui chaque pas est une négociation, avec un corps qui s'éteint par étapes. Jour 72, 18 jours restants. Eliza la vit depuis la fenêtre du bureau et la reconnut immédiatement. Elle sortit sur le porche et aida la femme plus âgée à descendre du chariot. Et Adeline Holt la regarda et sourit, avec la satisfaction lasse de quelqu'un qui a fait un long voyage et n'est pas certaine d'en faire un autre. « J'ai besoin de parler à votre mari, » dit Madame Holt. Puis elle fit une pause et regarda Eliza avec ses yeux calculateurs qui n'avaient pas faibli, malgré tout le reste qui déclinait. Non, elle devrait entendre ça aussi. Elle l'a mérité. Ils s'assirent dans la cuisine. 3 chaises à la table maintenant. Caleb versa du café pour tous. Et Madame Holt enroula ses mains fines autour de la tasse, mais ne but pas. « Je connaissais ta mère, Caleb, » commença-t-elle. « Nous étions amis quand elle était en vie, et je lui ai promis des choses que je n'ai pas tenues. Je suis ici pour en tenir une, avant de ne plus pouvoir rien tenir. » Le visage de Caleb se figea. Le masque de l'éleveur, l'expression contrôlée qui ne révélait rien. Mais Eliza avait appris à lire ce qui se cachait derrière ce masque. Et ce qu'elle vit, c'est un homme se préparant à l'impact. Madame Holt raconta l'histoire. Elle la raconta simplement, sans fioriture, de la manière dont on raconte une histoire quand la vérité est assez douloureuse sans décoration. Rosalind Pratt n'avait pas trahi Caleb. Elle l'avait aimé. Elle avait aimé la maison qu'il construisait, et l'homme qui la construisait, et l'avenir qu'ils avaient planifié ensemble, avec la certitude féroce des jeunes qui ne savaient pas encore que le monde a ses propres plans. Mais son père, Emmett Pratt, était l'associé de Nolan Cray. Et Cray avait besoin que Caleb soit isolé, seul, vulnérable. Finalement assez désespéré pour vendre le ranch qui se trouvait entre la terre de Cray et la route fluviale, qui vaudrait un jour une fortune. Le plan exigeait d'écarter la femme qui donnait à Caleb une raison de rester fort. Emmett Pratt avait donné à sa fille un choix, quitter Caleb ou il mettrait la famille en faillite. La sœur cadette de Rosalind avait 15 ans. Leur mère était morte. Il n'y avait personne d'autre. Les 5 000 $ n'étaient pas un vol. Emmett Pratt ordonna à Rosalind de prendre l'argent et de mettre en scène une disparition qui ressemblait à une fraude. Elle devait créer des preuves qui feraient que Caleb la déteste. Parce qu'un homme qui déteste la femme qui l'a quittée ne part pas à sa recherche. Il construit des murs à la place. Et ces murs étaient exactement ce dont Cray avait besoin. Rosalind obéit. Elle donna chaque dollar à son père. Elle ne garda rien pour elle. Elle déménagea à Budd et travailla comme couturière. Et n'écrivit pas une seule lettre, parce que les termes de l'ultimatum de son père exigeaient le silence. Mais elle écrivit une lettre, une seule, et elle la donna à Adeline Holt, pour la garder jusqu'au bon moment. Madame Holt posa une enveloppe scellée sur la table. Caleb la regarda comme un homme regarde un pistolet chargé. Il la ramassa. Ses mains n'étaient pas stables. Il brisa le sceau, déplia le papier et lut. L'écriture était petite et soignée. L'écriture d'une femme à qui on avait enseigné la calligraphie dans une école de Helena et qui n'avait jamais perdu l'habitude de la précision, même quand tout le reste s'effondrait. Caleb, je ne demande pas pardon, parce que je sais ce que je t'ai pris, et aucune lettre ne peut le rendre. Mais tu mérites la vérité, même si elle arrive trop tard pour avoir de l'importance. Je n'ai pas choisi de partir. On m'a donné le choix entre toi et ma sœur, et j'ai choisi ma sœur parce qu'elle avait 15 ans et n'avait personne d'autre. Si cela fait de moi une lâche, alors je suis une lâche. Mais je n'étais pas une voleuse. Je t'aimais. J'aimais la maison que tu construisais. J'aimais que tu aies mesuré la fenêtre de la cuisine pour quelqu'un de ma taille. Même si je ne t'ai jamais dit ma taille. Tu le savais, c'est tout. La dette de ton père, le prêt de Cray, l'implication de mon père. C'était toute une seule machine, Caleb. Toi et moi n'étions que les pièces qu'ils avaient besoin de briser. Ne construis pas tes murs si haut que la bonne personne ne puisse pas t'atteindre. Je ne pouvais pas être cette personne. Mais quelqu'un le sera, et quand elle viendra, ne la fais pas payer pour ce que j'ai fait. Il l'a lu 2 fois. La deuxième fois, ses mains tremblaient si fort que le papier cliquetait contre la table, et Eliza pouvait l'entendre de l'autre côté de la pièce.
Ce petit son fragile de papier tremblant dans la poigne d'un homme. Le son de 10 ans d'armure qui s'effondre. Où est-elle maintenant? Morte l'année dernière, dit Madame Holt, de la typhoïde à Bott. Elle ne s'est jamais mariée. La cuisine devint silencieuse. Le genre de silence qui remplit une pièce comme l'eau remplit une vallée, montant jusqu'à tout couvrir. La chambre verrouillée, les rideaux dans l'armoire, la fenêtre construite pour quelqu'un de plus petit. Tout cela. Chaque détail qu'Eliza avait catalogué en silence. Chaque fantôme qu'elle avait senti dans cette maison mais jamais nommé, recontextualisé en un seul instant. Cette maison n'était pas un monument à une femme qui avait trahi Caleb Harlan. C'était un monument à une femme qui lui avait été enlevée. Madame Holt partit avant la tombée de la nuit. Son chariot emprunté la ramena sur la route vers le ranch de son fils, et elle ne se retourna pas. Et Caleb et Eliza se tinrent sur le porche et la regardèrent partir. Et aucun d'eux ne parla pendant un long moment. Puis Caleb raconta tout à Eliza, non pas parce qu'il avait besoin qu'elle le guérisse, parce qu'il avait appris, enfin et douloureusement, que cacher la vérité était la façon de détruire les choses que vous essayez de protéger. Il lui parla de l'alcoolisme de son père, du matin où il était revenu de réparer une clôture et avait trouvé le ranch vendu, des 6 années de travail salarié qui suivirent, dormant dans les dortoirs d'autres hommes, mangeant la nourriture d'autres hommes, économisant chaque centime avec la fureur obstinée d'un garçon qui a décidé qu'il ne serait plus jamais impuissant. De Rosalind, du jour où elle est partie, des 5 000 $ et des 7 années qu'il a passées à construire des murs contre une trahison, qui s'est avéré être un sacrifice. Eliza écouta. Elle ne l'interrompit pas. Elle n'offrit ni réconfort, ni sagesse, ni platitude sur le temps qui guérit les blessures. Elle écouta comme on écoute une rivière, la laissant couler jusqu'à ce qu'elle trouve son niveau. Quand il eut fini, elle posa la seule question qui comptait. « Veux-tu aller à Bott? Sur sa tombe? » « Oui. Alors vas-y, le ranch a besoin de moi ici. La transhumance de printemps arrive, le ranch a Tom. Vas-y, Caleb. » Il se rendit à Bott seul, 2 jours aller, 2 jours retour. Il se tint devant une simple pierre tombale dans un cimetière qui surplombait les mines de cuivre, et il ne parla pas, parce qu'il n'y avait rien à dire que la lettre n'ait déjà dit. Il déposa la vieille aisselle du ranch d'origine, la seule chose qu'il avait gardée de la propriété de son père, le dernier vestige d'une vie à laquelle il s'était accroché pendant 20 ans. Son dernier acte d'attachement. Il la laissa là et rentra chez lui. Il rentra un jeudi. Eliza était sur le porche. Elle ne demanda pas comment ça s'était passé. Elle lui tendit une tasse de café. Il était toujours infect. Il le but, debout à côté d'elle, regardant les Absaroka où la neige sur les sommets commençait à rougeoyer dans la lumière de fin d'après-midi. « Ce lopin de terre sur la crête, dit-il, au-dessus du pâturage sud, qu'est-ce qu'il a? C'est là que nous construirons l'école. » Jour 80, 10 jours restants. Tom Jessup avait travaillé pour Caleb Harlan pendant 11 ans. Il connaissait toutes les habitudes de l'homme. Il savait que Caleb prenait son café noir, son whisky seul et son silence comme une religion. Il savait que le patron parcourait la ligne de clôture chaque dimanche matin, parce que le dimanche était le jour où son père avait vendu le ranch. Et Caleb avait besoin de toucher chaque poteau pour se rappeler qu'il était toujours à lui. Il savait que la chambre verrouillée à l'étage n'avait pas été ouverte en 7 ans, et que la clé était accrochée à un clou à l'intérieur de la porte de l'écurie, où Caleb pouvait la voir chaque matin, mais n'avait jamais à la toucher. Alors, quand Caleb sortit sur le porche le jour 85 avec 2 tasses de café, et quelque chose sur son visage qui aurait pu être un sourire, le genre qui était de travers et incertain, comme une porte qui n'avait pas été ouverte depuis des années, Tom Jessup dut se détourner. Il se tourna vers le corral, cligna des yeux avec force, et pressa le dos de sa main contre ses yeux. Parce qu'il avait 58 ans, avait enterré un fils et une femme. Et il n'allait pas pleurer pour une tasse de café. Mais il en avait envie. Seigneur, il en avait envie. 5 jours restants. Le cavalier arriva ce matin-là avec des nouvelles qui refroidirent le café et transformèrent le sourire en quelque chose de plus dur. Nolan Cray avait racheté les dettes de 2 des 3 petites ranchs de la coopérative fluviale de Lysa. Il exigeait le remboursement immédiat des prêts. S'il ne pouvait pas payer, il saisirait. La coopérative s'effondrerait avant d'avoir expédié sa première tête de bétail. Cray ne le faisait pas par dépit.
La date limite de l'étude du chemin de fer était dans 6 semaines. S'il ne pouvait pas sécuriser la route fluviale d'ici là, la Northern Pacific contournerait complètement la vallée de Stillwater. Chaque ranch, y compris le sien, perdrait de la valeur, y compris Blackstone Ridge. Cray était désespéré, et les hommes désespérés sont les plus dangereux, parce qu'ils croient être raisonnables. Eliza entendit la nouvelle et n'hésita pas. Elle sella son cheval, prit son registre et se rendit seule au ranch de Cray. Elle ne dit pas à Caleb qu'elle y allait. Elle le trouva Cray dans son bureau. Une pièce plus propre et mieux meublée que tout ce qui se trouvait à Blackstone Ridge, parce que Nolan Cray dépensait de l'argent pour les apparences, de la même manière que Caleb dépensait de l'argent pour les poteaux de clôture. Elle s'assit en face de lui, ouvrit son registre sur son bureau et lui montra quelque chose qu'il n'avait pas vu. La coopérative n'avait pas besoin de son chemin de fer. La route fluviale vers la Yellowstone était viable de manière indépendante. Elle avait les calculs de tonnage, les coûts d'expédition, les marges projetées sur 5 ans. Elle avait inclus l'exploitation de Clara Stockton et 2 autres ranchs à qui elle avait parlé la semaine passée, qui étaient prêts à signer. Si Cray faisait s'effondrer la coopérative en exigeant les dettes, les petites ranchs couleraient, oui, mais les survivants formeraient une nouvelle coopérative, une qui exclurait entièrement Cray. Et ils contrôleraient la route fluviale pendant que Cray serait assis sur un chemin de fer sans bétail à y mettre. Vous tenez un pistolet, Monsieur Cray, mais il est pointé sur votre propre pied. Cray fixa les chiffres. C'était un homme intelligent, assez intelligent pour savoir quand il regardait des calculs qui fonctionnaient. Que voulez-vous? Libérez les dettes. Rejoignez la coopérative en tant que partenaire, pas en tant que propriétaire. Partagez la route fluviale. Le chemin de fer peut l'utiliser aussi. Il y a de la place pour les deux. Et Caleb est d'accord avec ça? Caleb est d'accord avec ce qui a du sens. Il avait juste besoin que quelqu'un lui montre les calculs. Cray se pencha en arrière dans son fauteuil. Pour la première fois depuis leur rencontre, quelque chose traversa son visage qui n'était pas du calcul. C'était du respect. Le respect réticent et inconfortable d'un homme qui a été déjoué par quelqu'un qui l'a sous-estimé. Il signa l'accord. La coopérative tint bon. Alors qu'Eliza rassemblait ses papiers et se levait pour partir, Cray parla une dernière fois. Pour ce que ça vaut, je n'étais pas au courant pour Rosalind, jusqu'à ce qu'Emmett Pratt agisse de son propre chef. Je voulais la terre, je ne voulais pas les débris. C'est entre vous et ce que vous priez, Monsieur Cray. Ce n'est pas à moi de pardonner. Elle rentra chez elle avec l'accord signé dans sa sacoche de sel. Le soleil de fin d'après-midi sur son visage, et la connaissance qu'elle venait de faire la chose la plus difficile et la meilleure qu'elle ait jamais faite. Quand elle le dit à Caleb, il fut en colère pendant environ 10 secondes. Puis il regarda l'accord signé et dit, « Tu y es allé seul. »« Oui, tu aurais pu me le dire. Tu serais venu. Bien sûr que je serais venu. » Et Cray se serait braqué. D'homme à homme, il n'aurait jamais cédé. Il avait besoin de voir les chiffres sans ton ombre dans la pièce. Caleb resta silencieux un long moment. Puis il dit, « Tu as raison. Et je déteste que tu aies raison. Je sais. Jour 90, matin, le dernier matin du contrat. Le dernier matin où le morceau de papier sur la table de la cuisine avait une quelconque autorité légale sur leur arrangement. Caleb se réveilla avant l'aube. Il fit du café. 2 tasses. L'habitude. Le genre de comportement le plus dangereux et le plus beau. Celui qui commence comme un choix conscient et devient la chose que vous faites sans réfléchir. La chose qui définit qui vous êtes quand vous n'essayez d'être personne. Il posa la 2e tasse sur la table et s'assit avec la sienne. À travers la fenêtre, la rivière Stillwater coulait, claire et régulière, dans la lumière matinale. Le printemps était pleinement arrivé. La vallée était verte. Les montagnes portaient encore de la neige sur leurs sommets. Mais elles reculaient vers le haut, jour après jour, et l'air sentait l'herbe, l'eau et la douceur particulière du Montana quand il décide d'arrêter d'essayer de vous tuer et commence à essayer de vous faire rester. Une lettre était arrivée la veille du Missouri. Correspondance officielle du tribunal de circuit de Saint-Louis. Le mandat d'arrêt d'Eliza avait été officiellement annulé. Les aveux et la condamnation de Kincaid l'avaient innocentée. Elle était libre, complètement, légalement, indéniablement libre. Rien ne la retenait plus au Montana. Ni le mandat, ni le contrat, ni le besoin du nom d'un mari pour établir sa résidence.
Elle pouvait aller n'importe où, être n'importe qui, recommencer dans n'importe quelle ville, n'importe quel territoire, n'importe quel avenir qu'elle choisissait. Eliza entra dans la cuisine. Elle vit le café. Elle le vit. Elle s'assit, prit de la tasse et but. Le contrat se termine aujourd'hui, dit-elle. Je sais. Tu ne vas rien dire? Non. Pourquoi pas? Parce que tu as passé toute ta vie à laisser d'autres personnes faire tes choix pour toi. Je ne serai pas un de plus. Le silence qui suivit n'était pas vide. Il était plein, plein de 90 jours et de 2 blizzards, d'un poulain né dans la paille, d'une nuit dans l'écurie, d'une dispute à la table de la cuisine, d'une lettre d'une femme morte, d'une école sur une crête, et de 2 tasses de café, matin après matin. Le plus petit geste est le plus grand. Ton café est toujours infect, dit Eliza. Je sais, je reste, pas à cause du contrat, pas parce que je n'ai nulle part où aller, parce que c'est ici que je choisis d'être. Elle le dit comme elle le disait tout, simplement, sans fioriture, sincèrement. Caleb tendit la main sur la table et prit le contrat. Le papier était doux à force d'être manipulé, lu et relu plus de fois qu'aucun d'eux ne l'admettrait jamais. Il le déchira en 2. Le son qu'il fit était petit, final et exactement juste. « J'ai autre chose, dit-il. » Il plongea la main dans la poche de son gilet et posa une bague sur la table. Un simple anneau d'or avec une seule pierre de grenade, de la couleur des feuilles d'automne, de la couleur de la saison où elle était arrivée. « Je ne suis pas doué pour ça, dit-il. J'avais un discours de prévu et j'ai tout oublié. Tu n'as pas besoin d'un discours. Eliza Calhoun, veux-tu rester mariée avec moi? Pas sur le papier. Pour de vrai. Oui, pas d'hésitation, pas de larmes, pas de pause dramatique. Mais je veux l'école. J'ai déjà commandé le bois. Le sang-froid d'Eliza se brisa. Pas en larmes, en rire, un rire vrai, rauque, surpris, qui jaillit d'elle comme l'eau traversant un barrage. Le son d'une femme qui avait passé 2 ans à fuir et qui était enfin, vraiment, complètement arrêtée. Le rire remplit la cuisine, se déversa par la fenêtre ouverte et atteignit le corral où Tom Jessup laissa tomber son marteau. Parce qu'il n'avait pas entendu de rire de cette maison en 11 ans. Caleb sourit, il était de travers sur son visage. Maladroit, comme une langue qu'il se rappelait après des années sans la parler. Il débarrassa les plats du petit déjeuner. Il lava 2 tasses, comme il l'avait fait chaque matin pendant des mois, comme il le ferait chaque matin pendant des années. Et quand il les plaça sur l'étagère, il les mit côte à côte, au lieu de chacune dans son propre coin. Une petite chose, la plus petite des choses, toute l'histoire en un seul geste. Tom Jessup termina sa lettre à sa sœur ce soir-là. Il l'écrivait par morceaux depuis des mois, ajoutant une ligne chaque fois que quelque chose d'important se produisait. Le dernier paragraphe lui prit 3 essais pour être juste. « Chère Mary, il a déchiré le contrat de mariage ce matin. Pas de cérémonie de bague, pas d'église, pas d'agenouillement. Juste 2 personnes buvant du mauvais café et décidant de rester. On pourrait penser que ce n'est pas une grande histoire d'amour. Mais on aurait tort, c'est la seule histoire d'amour qui vaille la peine d'être racontée que j'ai jamais vue. » Aussi, il a souri. « Je ne peux pas expliquer ce que cela coûte à un homme comme Caleb Harlan. Mais si tu l'avais vu, Mary, tu comprendrais pourquoi cela compte plus que presque tout ce que je pourrais mettre dans une lettre. Ton frère, Tom. » Il fit une pause, trempa à nouveau la plume. Post-scriptum, elle construit une école sur la crête au-dessus du pâturage sud. Je l'aide avec la charpente. Ne lui dis pas que je l'ai dit, mais il a commandé le bois avant qu'elle ne dise oui. Il le savait, d'une manière ou d'une autre. L'idiot le savait. Automne 1884. 1 an complet depuis qu'Eliza Calhoun est descendue d'un train à Miles City, portant tout ce qu'elle possédait dans une valise et un sac en toile. Un chariot s'arrêta à la barrière de Blackstone Ridge un mardi matin. Une jeune femme descendit de la banquette, début de la vingtaine, nerveuse, portant une valise qui semblait contenir tout ce qu'elle possédait. Elle se tenait à la barrière et regardait la maison du ranch, avec l'expression de quelqu'un qui a voyagé très loin et n'est pas du tout sûr d'être arrivé au bon endroit. C'était une épouse par correspondance, mais pas pour Caleb, pour Coulter, le jeune employé de ranch qui avait appris à lire. Parce qu'une femme de Saint-Louis s'était assise avec lui chaque soir, avec une ardoise, un morceau de craie,
et la conviction absolue que chaque personne méritait la dignité de son propre nom, écrit de sa propre main. Coulter, qui avait écrit sa première lettre à une agence d'épouses par correspondance, d'une écriture tremblante mais lisible. Parce que si Caleb Harlan pouvait apprendre à faire confiance à quelqu'un, alors peut-être qu'un employé de ranch illettré de nulle part pouvait apprendre à faire confiance à quelqu'un aussi. La jeune femme leva les yeux vers la maison, grande, solide, de la fumée s'échappant de la cheminée, le son de la rivière au loin, clair et régulier, le son de quelque chose qui avait trouvé son cours et avait l'intention de le garder. Elle avait l'air terrifiée. Eliza se tenait sur le porche. Une main tenait une tasse de café. L'autre reposait sur la courbe de son ventre qui commençait juste à se voir. Elle regarda la jeune fille debout à la barrière et se vit elle-même, 1 an plus tôt. Effrayée, calculatrice, tenant un contrat à la main et espérant que ce serait suffisant. « Vous êtes la fiancée de Coulter? »« Oui, madame. Oh my God. Y entrez. Le café est infect, mais vous vous y habituerez. » La jeune femme franchit la barrière. Eliza tint la porte. Sur la crête au-dessus du pâturage sud, la charpente d'une école se dressait contre le ciel d'octobre. Bois neuf, doré dans la lumière du matin. Pas encore finie, pas encore complète, mais debout, s'élevant, construite planche par planche, de la manière dont toutes les choses réelles sont construites, avec patience, labeur, et la croyance obstinée que ce que vous fabriquez compte plus que ce que vous avez perdu. Eliza regarda la vallée une dernière fois. La rivière Stillwater coulait, claire et régulière. Les Absaroka étaient saupoudrés de la première neige de la saison. Dans le corral, Ancre et son poulain se tenaient côte à côte, leurs robes sombres brillant. Tom Jessup était à la clôture, mesurant déjà des planches pour la prochaine section de l'école. Et quelque part à l'intérieur de la maison, Caleb Harlan préparait 2 tasses de café, comme il le faisait chaque matin, comme il le ferait chaque matin pour le reste de sa vie. Non pas parce qu'il le devait, mais parce qu'il avait appris que la chose la plus courageuse qu'un homme puisse faire n'est pas de construire des murs, c'est de verser la 2e tasse. Eliza entra. La porte resta ouverte,